Un film raconte l'histoire d'une famille frappée par un malheur mystérieux dans la ville de Washington. Une mère voit sa fille, Regan, être possédée par le malin lui-même. Pris de spasmes et de troubles nerveux, l'état de la jeune fille se dégrade au fur et à mesure, en même temps que son comportement. Lors d'un dîner mondain, elle annonce même à un astronaute sa mort imminente dans le ciel. Les analyses médicales ne montrent rien qui pourrait expliquer l'état de la jeune fille, mais son comportement laisse présager du pire. Elle a été possédée par un démon. Le père Karras est contacté, et durant le film, un exorcisme est réalisé, libérant la jeune fille du démon, mais à un ultime prix. Le père recueille le démon dans son propre corps, et se donne la mort, mettant fin à sa vie et à celle du démon qui hantait la jeune fille. Cette histoire est le résumé d'un film d'horreur culte, considéré par beaucoup comme le plus grand film d'horreur de tous les temps, L'Exorciste. Mais au-delà d'un film d'horreur marquant et d'un thème musical restant dans les esprits, une vérité bien plus sombre se cache derrière le film. Cette vérité, c'est que le film s'inspire d'une histoire vraie. Il s'inspire, mais il ne reproduit pas l'histoire à l'identique. Et l'histoire vraie derrière le film L'Exorciste, c'est l'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo. Cette histoire serait celle d'un jeune garçon dont on ne connaît pas réellement l'identité. On pense que le vrai nom de cet individu est Ronald Unkeler, mais lors de la divulgation de son histoire, le nom qui lui a été donné est Roland Doe. Un peu à l'image de John Doe ou Jane Doe, le nom qu'on attribue à des personnes dont on retrouve le corps et qu'on n'arrive pas à identifier. L'autre nom qu'on donne à ce jeune garçon est Robbie Mannheim. Dans la vidéo, on l'appellera Robbie Mannheim, comme ça ce sera plus simple de comprendre quand on parlera de lui. En cette année, Robbie était un jeune garçon, âgé de 13 ans. Il était enfant unique, dans une famille classique, sans histoire particulière. C'était un enfant décrit comme plutôt calme, réservé, très studieux, qui travaillait beaucoup. Il vivait avec ses parents, mais également avec sa grand-mère dans le Maryland, et il était très proche d'un membre de sa famille. Ce membre, c'était sa tante, Harriet. Et cette tante est peut-être le point de départ de ce qui s'est passé dans la suite des événements. Effectivement, Harriet se présentait comme une médium, comme quelqu'un ayant des capacités spirituelles, et donc moyennant paiement, elle proposait de réaliser des séances de spiritisme à l'aide d'une planche de Ouija. Robbie, lui, était très intrigué par l'activité qu'exerçait sa tante, et étant très proche de cette dernière, il lui a demandé de l'initier au spiritisme, notamment par l'intermédiaire d'une planche de Ouija. Malheureusement, peu de temps après avoir appris à s'en servir, sa tante Harriet a perdu la vie, laissant le jeune garçon dans une tristesse immense. Et comme chez de nombreuses personnes à la suite d'un décès, le comportement de Robbie a changé. Il était de plus en plus renfermé, aigri, il est resté seul dans sa chambre pendant des périodes prolongées. Et bien qu'on ne sache pas ce que faisait Robbie dans sa chambre quand il y restait, on a une supposition. Avec ce que sa tante lui a appris, on suppose que Robbie s'est adonné à des séances de spiritisme par l'intermédiaire d'une planche de Ouija pour essayer de rentrer en contact avec sa tante disparue. Chose évidemment à ne jamais faire parce que quand on utilise une planche de Ouija, on ouvre une porte. Et on ne sait pas qui peut emprunter la porte qu'on a déverrouillée. Et il est fort possible que dans le cas de Robbie Mannheim, ce qui a franchi cette fameuse porte n'est pas quelque chose de positif. Quelque chose de mauvais a sûrement répondu à son appel. Effectivement, c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à devenir étranges. Des bruits ont commencé à résonner dans les murs de la maison. Et d'abord, la famille pensait à quelque chose de très terre-à-terre, très rationnel. Ils se sont dit qu'il y avait peut-être des rongeurs, donc ils ont appelé des spécialistes pour traiter les fameux rongeurs qui pourraient être dans les murs, mais les spécialistes n'ont absolument rien trouvé. Rien n'expliquait ces fameux bruits dans les murs, et petit à petit, au fur et à mesure du temps, la maison a commencé à être le théâtre d'événements de plus en plus étranges. Il y avait des coups qui résonnaient dans des pièces où il n'y avait personne, des objets qui se déplaçaient comme de par leur propre volonté, des lustres qui se balançaient seuls, ou encore l'image du Christ qui se voyait être cogné contre le mur, comme si quelqu'un éprouvait une haine farouche à son égard. Étant aussi un petit peu connaisseur, pour pas dire expert évidemment, du milieu spirituel, les parents de Robbie ont d'abord pensé que Harriet, la tante défunte, essayait d'une certaine manière de communiquer avec les vivants. Mais, voyant que les manifestations étaient de plus en plus violentes, ils ont rapidement changé d'avis, se disant que si
l'entité qui était là était bien Harriet, elle ne ferait pas de telles choses. Plus le temps passait, plus les événements étaient intenses. Et un endroit en particulier semblait être beaucoup plus actif en termes d'événements étranges que le reste de la maison. Cet endroit, c'était la chambre du petit Robbie. Dès qu'il s'y trouvait, énormément d'activités surnaturelles, si on peut appeler ça comme ça, se produisaient. Quand il était sur son lit commençait à bouger, les objets volaient de part et d'autre de la pièce. Robbie était lui-même d'ailleurs victime de certains événements, par exemple, il était parfois éjecté d'une chaise sur laquelle il venait de s'asseoir. Mais Robbie n'était pas seulement victime de tout ce qu'il se passait, il était aussi en quelque sorte acteur des événements. Dès que la nuit tombait, que la lumière du jour disparaissait, le comportement de Robbie changeait totalement, comme si une deuxième personnalité prenait le dessus sur lui. Il devenait très étrange, disait des choses bizarres, et à la suite de tout cela, des marques étaient laissées sur son corps. Des bleus, des traces de coups. Robbie n'était pas du tout un enfant battu, donc personne ne comprenait d'où venaient tous ces éléments très étranges. Donc, après avoir fait appel à des spécialistes médicaux, comprenez par là des psychiatres, des thérapeutes qui n'ont pas su expliquer pourquoi Robbie avait ce comportement, la famille a décidé de se tourner vers quelque chose d'un peu plus spécifique. Ils ont donc appelé un ami un pasteur qui avait du mal à croire un petit peu à l'histoire qu'on lui racontait. Donc, pour en avoir le cœur net, il a décidé de prendre Robbie chez lui pour une nuit afin de constater de ses propres yeux si effectivement il se passe quelque chose ou si il n'y a rien et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Voilà ce qu'il a raconté. La nuit du 17 au 18 février, j'ai pris l'enfant avec moi pour la nuit afin de constater de moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'est endormi dans un fauteuil qui peu de temps après s'est mis à glisser seul sur le plancher de la pièce. J'ai mis alors l'enfant sur le lit qui, lui aussi, s'est mis à vibrer. Le matelas fut jeté par terre et il a glissé latéralement sous le lit. Pour le pasteur ami de la famille, il n'y a plus de doute, Robbie est bien possédé par quelque chose. Donc, il conseille à la famille de rentrer en contact avec l'église catholique et notamment avec un homme, le père Hugh. Une rencontre est organisée entre le père, la famille ainsi que Robbie et pendant ce fameux rendez-vous, Robbie a eu un comportement assez original. Il éprouvait une haine farouche envers tous les objets ayant des liens avec Dieu. Une croix, de l'eau bénite, une Bible. Et donc, étant une caractéristique principale d'un cas de possession, cette haine d'éléments religieux, le père Hugh comprend lui aussi que Robbie est possédé par quelque chose de mauvais. Mais le père a eu une preuve supplémentaire, et une preuve qui aurait pu lui coûter très cher. Il était sur sa chaise en train de parler tranquillement et à un moment donné, sans que personne ne fasse quoi que ce soit, sa chaise a commencé à s'élever au-dessus du sol et l'a envoyé contre un des murs de la pièce. Comprenant qu'il avait devant lui quelque chose de surnaturel, le prêtre en a profité pour demander quel était le nom de l'entité qui possédait Robbie Mannheim. Et la seule réponse qu'il a eue, c'est une phrase très mystérieuse. Cette phrase, c'est « Je suis la Légion ». La chose à faire est claire, il faut exorciser le petit Robbie. Il est donc emmené dans un hôpital, l'hôpital de Washington, et sur place le comportement de Robbie ne s'est pas arrangé. Il était très violent, à tel point que les infirmières, pour le traiter, devaient l'attacher, et là-bas, bien qu'il n'était que très peu familier de rituels pour exorciser des personnes, le père Hugh s'y est contraint. C'était quelqu'un de novice dans le milieu, Robbie était la première personne possédée qu'il rencontrait. Il y a eu 3 séances d'exorcisme qui n'ont pas fonctionné. À chaque séance, l'entité semblait devenir plus forte, comme si en fait plutôt que de libérer Robbie, les séances augmentaient la force de l'entité qui avait pris possession du jeune garçon. D'ailleurs, à un moment donné, Robbie, ou l'entité, a réussi à retirer un de ses liens et il a retiré un des ressorts du matelas et s'en est servi comme d'une arme, laissant des traces, une cicatrice au père qui avait essayé de le maîtriser. C'est là que le père Hugh a abandonné, nécessitant des soins, et il a renvoyé Robbie Mannheim chez lui. Là, totalement en liberté, les choses, encore une fois, ne se sont pas arrangées. Les parents de Robbie vivaient dans une peur constante. Imaginez un petit peu vous vivre avec quelqu'un dont vous savez qu'il est possédé par quelque chose et il est en liberté chez vous. Il y a de quoi ne pas dormir sur ses 2 oreilles. Et une nuit, il y a eu un élément de réponse qui est sorti d'un peu nulle part. La mère de Robbie, qui est allée voir son fils pour voir comment il se portait, a remarqué quelque chose qui se différenciait de ce qu'il se passait habituellement. Rappelez-vous, Robbie avait de temps en temps des traces de coups, des bleus, mais là, il avait écrit sur sa poitrine vraiment un mot. Ce qu'il y avait marqué, c'était
Louis. Les parents de Robbie ont pris ça pour un signe qu'il fallait contacter un hôpital de la ville de Saint-Louis. Malheureusement, les médecins de l'hôpital n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Évidemment, on n'a pas affaire à un problème médical, mais à un problème spirituel dans ce cas-là, si on y croit évidemment. Et c'est une personne extérieure à l'histoire. Le cousin de Robbie qui a raconté l'histoire du petit garçon à un révérend, le révérend Bishop, qui était également professeur dans l'université où étudiait le fameux cousin, et il a donné un conseil assez intéressant. Il a conseillé de contacter un homme qui n'est en rien un novice, le prêtre Bowden du diocèse de Saint-Louis. Donc on retrouve cet élément de Louis, peut-être que cet homme est important, un homme qui a travaillé au sein de l'armée américaine, quelqu'un de qualifié comme étant peu influençable, droit dans ses bottes, comprenez par là quelqu'un qui n'aurait pas peur d'affronter l'entité qui habiterait le corps du petit Robbie. Le prêtre accepte l'affaire et donc le père Bowden se rend donc au domicile de Robbie Vanaheim pour déjà constater ce qu'il se trame à l'intérieur de la maison. Et rapidement, comme tous les autres, il assiste à des choses qui ne mettent pas beaucoup de temps à le convaincre qu'il y a bien une entité qui a pris possession de Robbie. Robbie parle avec une voix très gutturale qui ne ressemble pas du tout à la voix qu'il a habituellement. Il a une aversion pour tout ce qui concerne la religion. Le père assiste même à des événements paranormaux, des choses qu'il évite sans que personne ne les porte, des objets qui se déplacent. Et donc, étant certain qu'il y a bien possession démoniaque dans ce cas-là, le prêtre demande la permission à l'église de réaliser un exorcisme. On lui donne la permission et le père Bowden décide d'avoir une toute autre approche de celui qui a déjà essayé de réaliser des exorcismes par le passé, c'est-à-dire le père Hugh. Ne voulant pas être blessé, déjà, et n'étant pas forcément sûr de ses compétences, il décide de faire appel à d'autres prêtres pour le soutenir dans cette dure épreuve. Tout le monde doit être extrêmement prudent pour éviter une blessure. On voit que le démon est capable de blesser parfois gravement les personnes qui essayent de le faire disparaître. Et donc après, plusieurs exorcismes ont eu lieu, et malheureusement chacun d'entre eux n'ont pas été des succès. À chaque fois, Robbie se débattait, des événements se produisaient, Robbie faisait preuve d'une rage féroce, il a même cassé le nez d'un des prêtres qui se trouvait sur place pendant l'exorcisme. Donc, commençant à perdre espoir, le père Bowden a demandé aux parents de Robbie de le faire interner. Robbie a été installé dans une pièce totalement isolée, personne ne pouvait l'entendre, que ce soit parler, crier, proférer des menaces. C'était très bien isolé, on n'entendait pas ce qu'il y avait dans les couloirs quand on était dans la chambre, on n'entendait pas ce qu'il y avait dans la chambre quand on était dans les couloirs, comme ça ceux qui étaient là à s'occuper de Robbie pouvaient être concentrés et ne pas s'occuper de ce qu'il y avait derrière. Robbie était en soi dans cet hôpital psychiatrique enfermé comme s'il était le pire des tueurs en série. On ne pouvait pas sortir de la pièce de l'intérieur, l'accès se faisait par l'extérieur. Et malgré toute cette infrastructure, tout ce qui est réalisé, rien ne fonctionne. Et même au contraire, tout à chaque fois semble empirer la situation. Ce qui est évidemment à l'opposé de ce qui est recherché. Mais ce qui est très étrange, c'est que cette histoire va avoir un dénouement que personnellement je n'ai jamais vu dans une histoire d'exorcisme. Au fur et à mesure du temps, ceux qui étaient engagés dans ce cas d'exorcisme, c'est-à-dire le père Bowden et les pères qui étaient là pour l'assister, ont vu leur santé morale et physique décliner. Ils commençaient à ressentir toute la situation comme si la possession de Robbie avait un impact sur eux, et ils commençaient clairement en fait à perdre espoir, à se dire on n'y arrivera pas et continuer dans cette voie, un jour ça va nous tuer. Donc d'un commun accord, tous les prêtres engagés dans l'exorcisme de Robbie ont décidé de le baptiser pour essayer de renforcer entre guillemets sa protection au travers des sacrements. Sauf que, déjà, n'ayant pas réussi à l'exorciser, eh bien vous vous doutez bien qu'un baptême, c'est encore plus compliqué. Ça a été le pire moment de tous les exorcismes, de tous les rituels qui ont déjà eu lieu. Robbie était là comme s'il se battait pour sa vie. Robbie ou l'entité qui avait pris possession de lui. Les prêtres ont réussi à lui faire manger une hostie, évidemment avec tout le rituel qu'il y a autour, et après avoir ingéré l'hostie, le démon ne s'est pas montré affaibli. Robbie n'était pas calmé. Pire, il était encore plus énervé qu'il ne l'était avant. Comme si en fait, c'était une batterie qu'on rechargeait continuellement. Mais, à un moment donné, alors que les prêtres essayaient de contenir le démon, il s'est passé un truc qui relève du miracle. Robbie, avec une voix qui n'était pas la voix gutturale du démon, celle qu'on pouvait reconnaître, a dit « Satan, Satan, je suis Saint Michel et je vous ordonne à vous, Satan, et aux autres esprits de quitter ce corps. » Et
En même temps que ces mots étaient prononcés, les prêtres ont vu sur le corps de Robbie se dessiner des mots comme mal et enfer. Et après ça, terminé, Robbie est redevenu très calme, comme si en fait tout ce qui s'était passé avant ne s'était jamais produit. Vraiment d'un claquement de doigts, tout s'est arrêté. Comme si en fait, et clairement c'est ce qui est dit vis-à-vis de cet exorcisme, c'est une intervention divine qui a libéré le jeune garçon de son état de possession. Dans les jours qui ont suivi, Robbie a pu aller à la messe, il ne montrait plus aucune aversion pour les éléments religieux, et voyant que tout semble fini, Robbie a été renvoyé chez lui au sein de sa famille. Et la vie, ensuite, a repris son cours, comme si tout cela n'était jamais arrivé. Et la suite, on sait que Robbie s'est marié, qu'il a été père, puis grand-père. Par contre, chose étrange, il n'a aucun souvenir de la période où il a été possédé. Et apparemment, c'est quelque chose qui est assez fréquent chez ceux qui ont été victimes de possession. Ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont pu faire, de ce qui s'est passé quand ils étaient sous l'emprise de quelque chose. Quand l'état de Robbie s'est amélioré, des médecins l'ont ausculté et ils n'ont rien détecté, aucune maladie, rien du tout qui pourrait expliquer son comportement. Donc les prêtres, eux, sont bel et bien persuadés qu'ils ont eu affaire à un véritable cas de possession. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas qui est réellement, même si on a des suppositions, le petit Robbie. Donc on suppose que s'il était encore en vie aujourd'hui, il serait âgé de plus de 85 ans. De plus, il est difficile de tracer ce qu'il a fait parce que après les événements, lui et sa famille, quand il était encore jeune, ont déménagé. Ils ont carrément changé de côte sur les États-Unis. Il y a quelques détails ici et là qui ressortent, comme le fait qu'il aurait appelé son premier fils Michael, en hommage à l'intervention divine qui l'aurait sauvé de son état de possession. Michael pour Saint-Michel. Le père Boden, lui, est décédé en 1983, et la dernière personne ayant assisté aux exorcismes et aux rituels de Robbie, le père Walter Halloran, lui, est décédé en 2005. Donc tous ceux qui ont participé de près ou de loin, qui ont tous les détails de ce qui s'est passé, eh bien ne sont plus en vie. Il se trouve aussi que la chambre où a résidé Robbie à Saint-Louis, là où ont eu lieu les exorcismes, a été scellée après la libération de Robbie, après les rituels. Elle n'a plus jamais été réutilisée et tout l'établissement, l'hôpital où ça s'est passé, a été démoli. De plus, la maison où la famille de Robbie vivait, celle qui se trouvait dans le Maryland, a également été démolie et maintenant ce n'est plus qu'un terrain vague qui n'est simplement pas utilisé. Donc il est impossible de savoir ou de récupérer des choses en lien avec l'exorcisme de Robbie Mannheim. La seule chose qu'on a concernant cet exorcisme, ce sont les témoignages des personnes qui y ont participé et c'est tout. Donc maintenant c'est libre à moi, à vous, de croire si cette histoire s'est effectivement bien passée ou si il y a peut-être des détails, tout ce qui est spirituel qui n'est pas le cas et qu'il y a bien quelque chose de médical, de nerveux peut-être, qui pourrait expliquer tout ça, ou si jamais tout cela n'est qu'une simple histoire pour nous faire peur. La première histoire sera le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Inès. Inès nous raconte qu'elle est âgée de 29 ans et qu'elle vit dans un appartement qui se trouve dans un coin entre guillemets malfamé de sa ville. Quand elle dit malfamé, elle veut dire que c'est pas le quartier qui est considéré comme le plus sécurisé. Donc, de par cette ambiance qui règne dans ce quartier, elle est habituée à voir des gens étranges et également des choses étranges. Elle nous dit, pour encore une fois illustrer un petit peu la chose et nous donner du contexte, qu'elle a déjà été cambriolée par le passé. L'appartement où elle vit a déjà subi une effraction, donc elle est très vigilante vis-à-vis de sa sécurité, étant une femme qui vit totalement seule. De plus, Inès est une femme qui fume et pour éviter qu'il y ait l'odeur de la cigarette dans son appartement, d'une part parce que c'est pas forcément très agréable et d'autre part parce qu'elle a des chats, elle a pris pour habitude de fumer généralement sur le balcon quand elle le pouvait, c'est-à-dire quand il ne pleuvait pas. Donc, au moment des faits, elle était assise tranquillement sur son balcon, elle fumait. Comme elle avait l'habitude de le faire, on était au beau milieu de la nuit, elle profitait du calme qu'il y avait autour d'elle et c'est là qu'elle a remarqué une voiture qu'elle n'avait jamais remarquée par le passé et ce véhicule s'est garé dans le parking qui se trouve derrière l'appartement qu'elle occupe. De par les différentes expériences qu'elle a pu avoir, notamment le cambriolage, eh bien Inès était tout de suite sur ses gardes, mais elle ne voulait pas avoir l'air paranoïaque, donc elle n'a pas décidé de regarder ce qu'il se passait attentivement, elle a plutôt préféré rester assise tranquillement pour fumer sa cigarette en se disant que c'était simplement un passant qui passait par là. Il faut savoir que l'appartement où vit Inès est fait de manière assez
atypique. C'est un peu comme des maisons qui s'empilent. C'est-à-dire que elle, son appartement a un jardin et il y a un accès pour aller à un appartement qui se situe au-dessus. L'appartement d'Inès, lui, est sur 2 niveaux. Il y a le rez-de-chaussée et le premier étage. Le balcon où est Inès et où elle fume sa cigarette est au premier étage. Et en dessous d'elle, elle a un petit jardin. Et elle voit qu'un individu sort justement du véhicule qui s'est garé dans le parking à l'arrière. L'individu se dirige d'une manière plutôt déterminée dans le jardin d'Inès, sauf que de par ce jardin, on peut accéder soit au logement d'Inès, soit au logement du voisin. Inès, encore une fois, ne panique pas. Elle se dit que peut-être l'individu dans la nuit s'est trompé, qu'il voulait aller voir le voisin et pas elle. Donc de nouveau, Inès ne bouge pas. Elle attend, elle continue de fumer sa cigarette en observant assez discrètement la scène qui se tient devant ses yeux. Et elle entend les bruits de pas qui continuent et qui se rapprochent de plus en plus de sa position. Elle lève un peu les yeux au-dessus de la rambarde du balcon et là, elle tombe nez à nez avec l'individu qui était rentré dans son jardin. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il se passe. En relevant les yeux, Inès a tout de suite entendu que les bruits de pas s'étaient arrêtés et elle a croisé son regard avec celui de l'homme qui était rentré dans le jardin qui lui avait stoppé sa marche. L'individu la regarde, Inès en est sûre et certaine, et c'est ça qui a été un élément déclencheur. Immédiatement, Inès a sursauté, elle a jeté sa cigarette sur le sol, elle est rentrée dans son logement, elle a verrouillé la porte à clé, elle s'est précipitée dans la salle de bain et elle a composé les services de secours, c'est-à-dire le 911. Elle entendait des bruits venant de l'extérieur, comme si quelqu'un essayait de rentrer dans son logement, et évidemment, vous vous en doutez bien, pour Inès, c'est la panique la plus totale. Elle patiente, elle entend que l'homme essaye de rentrer dans la maison et au bout d'un moment, elle n'entend plus rien. Les services de secours, eux, sont en chemin et n'entendant plus rien au bout d'un moment, Inès décide d'ouvrir la porte très doucement pour ne pas faire de bruit et se dirige vers une fenêtre pour regarder vers l'extérieur, fenêtre dont normalement elle pouvait voir directement sur l'accès vers sa maison. Et elle a vu que l'homme avait fait demi-tour, repartait pour monter dans sa voiture et partir. Les services de police sont ensuite arrivés sur place, l'homme était déjà parti. Inès a fait une déposition, elle a raconté ce qui s'était passé. La police n'a pas dit qu'ils allaient enquêter plus que ça, mais ils ont simplement signalé à Inès que si jamais quelque chose se reproduit, de les rappeler et qu'ils feraient au plus vite pour intervenir. Inès, et c'est ça que je trouve assez intéressant dans cette histoire parce que dans les faits, ça s'arrête ici, pense que cet individu venait chez elle, non pas pour la cambrioler, mais pour lui faire quelque chose de bien pire. Elle ne sait pas forcément dire si elle aurait été observée depuis un moment ou quoi que ce soit, mais elle a son instinct qui lui dit que si jamais l'homme avait réussi à rentrer dans la maison, elle n'aurait probablement pas été là pour raconter son histoire de par les expériences qu'elle a pu voir et entendre dans son quartier. Elle dit que c'est pas son comportement qui a fait qu'elle a pu survivre à cette situation. Ce qui lui a permis en fait de survivre, c'est la paresse de l'individu qui voulait rentrer dans son logement. Parce qu'elle appuie bien sur un point inquiétant qui personnellement me ferait déménager, c'est que étant dans un des quartiers les moins chers de la ville, et en plus où c'est un quartier où il n'y a pas beaucoup de sécurité, eh bien tout ce qui est serrure, vitres, sont très fragiles. Donc si l'homme avait passé plus de temps pour essayer d'ouvrir la porte, peut-être avait essayé de la forcer en mettant des coups dedans, il aurait pu rentrer. Et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez fou. Elle espère évidemment qu'en fait toute cette histoire ne soit qu'une coïncidence dans le sens où l'individu qui a voulu rentrer chez elle serait juste un homme qui avait peut-être consommé trop de boissons, trop de substances et que c'était juste quelqu'un donc dans un état second qui s'est peut-être trompé de maison plus que quelqu'un qui était venu directement pour lui faire du mal à elle. Dans cette seconde histoire, je vais vous présenter le témoignage de Théodore. Théodore raconte quelque chose qui s'est passé il y a 4 ans alors qu'il était parti travailler dans un entrepôt dans la ville d'où il venait. Il nous dit, pour nous teaser un petit peu l'histoire, qu'il est parti parce que sa santé physique s'est détériorée et qu'on lui a diagnostiqué un trouble de l'anxiété suite aux événements qu'il a vécus. Tout ça pour vous dire que c'est donc quelque chose qui l'a profondément impacté. Il a commencé donc un travail le 1er avril 2018. Et non, ce n'est pas une blague. Il n'avait pas d'attente vis-à-vis du travail, c'était pas le job de ses rêves, c'était pas un job qu'il ne voulait absolument pas faire, c'était en soi un job alimentaire. Théodore n'était pas quelqu'un qui était un bourreau du travail, c'est quelqu'un qui allait au travail, faisait ses heures,
était payé, rentrait chez lui. Il avait des choses à faire dans sa maison, il avait 2 enfants, donc pour lui sa vie était plus à la maison qu'au travail. En tout cas, c'est ce qu'il voulait. Il était tombé sur un bon plan, le travail n'était en soi pas très compliqué, et en plus de ça, il était plutôt bien payé pour ce qu'il avait à faire, donc il ne se plaignait pas du tout. De base, il travaillait de nuit, et sachant que ses employeurs étaient plutôt contents de lui, ils l'ont fait bouger et l'ont fait passer ensuite en équipe de jour. Mais alors qu'il travaillait encore dans l'équipe de nuit, et pour qu'on visualise bien, il nous dit qu'il était principalement seul à chaque fois, eh bien, à un moment donné, il a rencontré quelqu'un. Un certain Jeff, un collègue de travail avec qui il a sympathisé parce qu'ils avaient quelques points communs. Après l'avoir rencontré, Théodore est rentré chez lui, il a ouvert ses réseaux sociaux et il a vu qu'en ami suggéré sur Facebook, il avait ce fameux Jeff, donc il a demandé ce Jeff en ami, chose qui a été acceptée. Et c'est à partir de là que les 2 hommes ont commencé un petit peu à sympathiser, à parler de plus en plus au travail. Une relation amicale s'ensuit et devenant plus que des collègues et des amis, Jeff et Théodore commencent à se fréquenter aussi en dehors du travail et au bout d'un moment, eh bien, les choses se faisant petit à petit, Jeff a dit je vais te présenter la personne qui partage ma vie. Donc pas un rendez-vous est organisé mais une petite soirée tranquillement est organisée. Théodore rencontre il me semble pas que ce soit dit que ce soit sa femme mais sa conjointe, une femme qui était très sympathique, qui portait aucun jugement, on pouvait parler de tout avec elle, donc Théodore avait passé un bon moment. Il se disait c'est cool, j'ai rencontré un couple d'amis, c'est une bonne chose, je vais pas m'en plaindre. Théodore continue de passer du temps avec Jeff, surtout quand ses enfants sont chez leur mère parce que Théodore était séparé. Et une fois, alors que Théodore et Jeff étaient au restaurant tranquillement, ils ont commencé à parler du sujet assez tendu. Jeff commençait à se plaindre du comportement de sa conjointe. Effectivement, il lui raconte que parfois c'est vraiment la pire des saloperies. Pour illustrer la chose, il raconte qu'une fois, il avait oublié de sortir les poubelles et sa conjointe lui a dit qu'il n'avait pas intérêt à recommencer, sinon elle le poignarderait. Très étrange comme comportement. Évidemment, Théodore pense que tout cela n'est pas une blague, mais que la menace que sa conjointe a réalisée était sur le ton de la blague. C'est comme ça que lui comprend la chose, donc il se moque un peu de la situation et Jeff le regarde sans rire et lui dit « Mec, elle m'a vraiment menacé ». Et c'est en voyant que Jeff prenait la chose très au sérieux comme ça que là, Théodore s'est inquiété et a compris la gravité de la situation. On fait un bond dans le temps de 8 mois. Rien ne s'est passé pendant ces 8 mois, en tout cas rien qui nécessite d'en parler. Théodore dînait tranquillement avec Jeff et sa conjointe, Jeff était toujours avec elle, et à un moment donné, pendant le repas, Théodore s'est souvenu de ce que Jeff lui avait raconté. Donc, devant la conjointe, il aurait peut-être pas dû, Théodore dit à Jeff « Alors du coup, comment ça va vous deux depuis que tu m'en as parlé, que tu t'inquiétais ?» Et là, Jeff répond de manière bizarre, comme s'il cherchait un peu à fuir la question. Il dit « T'inquiète pas, c'était rien, j'étais fatigué. » Mais en disant ça, il ne regarde pas Théodore dans les yeux. Bon, le reste de la soirée, Théodore a compris qu'il avait mis un petit malaise, donc il en a plus reparlé. Et le lendemain, au travail, il a reparlé à Jeff en disant « Tu sais, tu peux me le dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va bien? J'ai peut-être fait une bourde, mais là elle est pas là, ta copine, tu peux m'en parler. » Et là, Jeff va partager quelque chose, il va dire qu'il a dit à sa conjointe qu'il voulait rompre et qu'elle était devenue complètement folle. C'est pour dire, quand Jeff a dit à sa conjointe qu'il voulait rompre, elle a sorti une arme qu'elle a pointée sur Jeff en disant « Si moi je peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » Jeff a réussi à calmer les choses jusqu'à présent, mais il dit à Théodore qu'il cherche une solution et Théodore l'a rassuré en disant qu'il allait trouver, que ça n'allait pas finir en meurtre et que si jamais il y avait besoin, eh bien Jeff pouvait toujours dormir chez lui au cas où. On avance encore, cette fois-ci d'1 an. Et c'est au bout de ces 1 an que finalement Jeff a réussi à se séparer de sa conjointe qui était assez bizarre. Et au moment où vraiment il a mis fin à la relation, Jeff a encore flippé. Il n'a pas fait le truc le plus courageux. Ce qu'il a fait, pour éviter encore une fois une confrontation tendue, c'est qu'il a rompu par SMS. Pas très gentleman, mais est-ce qu'on peut le comprendre vis-à-vis de la situation qu'il a vécue? Je pense qu'il y a des choses qui penchent dans la balance. Et au vu de la réponse, il est mieux qu'il le fasse comme ça. Parce que ce que sa conjointe lui a répondu suite à ce message de rupture, c'est qu'elle va le retrouver et le tuer. À ce moment-là, Jeff ne travaillait pas, il était encore en vacances, et donc il a envoyé un message à Théodore en disant « Si elle vient au travail, dis-le moi ». Théodore, lui, à ce moment-là, ne savait pas du tout ce qu'il se passait. Il a juste reçu un message disant « Si machin vient pour me chercher, dis-le moi ». Et effectivement, la fameuse conjointe, l'ex-conjointe maintenant, est venue. Elle a demandé à Théodore où était Jeff, et Théodore lui a répondu « Je ne sais pas, je pensais que vous étiez ensemble, partis en ville, quelque chose comme ça ».
ils nouent un peu le poisson. Théodore, une fois que la femme est partie, a tout de suite contacté Jeff et Jeff, lui, a appelé la police. La police a réussi à intercepter le véhicule de la conjointe, de l'ex-conjointe, et à l'intérieur, ils l'ont trouvé avec une arme à feu chargée. On avance de 2 mois plus tard. Il faut savoir que pendant ce temps-là, la femme avait été prise en charge par la police. Elle avait été emprisonnée, mais c'était pas une lourde peine parce qu'il n'y avait rien eu, mais elle avait eu quelque chose. Au bout de ces 2 mois, Jeff a parlé à son ex-conjointe et dès qu'il lui a parlé, il a ensuite appelé Théodore. Il l'a appelé pour lui dire « Si j'étais toi, je prendrais quelques jours de vacances ». Évidemment, Théodore, on lui annonce ça, il comprend pas pourquoi, donc il demande la raison de cet avertissement. Et Jeff répond que son ex-compagne est sortie de prison et que ses cousins sont en ville pour régler ses vendettas personnels. Et apparemment, elle avait un problème avec Théodore. Théodore a joué la carte de la sécurité. Il a pris ses enfants et il s'est accordé 2 semaines de congé. Et il a très bien fait, parce qu'au lendemain de son départ, il a appris que la femme ainsi que ses cousins sont allés dans sa ville, se sont rendus dans un appartement et ont tué 3 personnes de sang-froid. Pourquoi s'en prendre à Théodore? Alors selon ce que lui explique, c'est que il avait été invité dans un groupe Facebook. Dans ce groupe Facebook, il y avait la femme, ses cousins, je ne sais pas au nombre de combien, une personne A, B et C, et Théodore. Et les personnes qui ont été assassinées étaient les personnes A, B et C. Donc, la dernière victime qui est restée sur la liste était Théodore. Tout cela a été communiqué à la police et les cousins ainsi que la femme, l'ex-compagne de Jeff, ont été accusés de meurtre au 1er degré et ont été incarcérés. Ces événements ont entaché l'amitié de Jeff et Théodore et ça l'a rendu très méfiant vis-à-vis de ceux à qui il pourrait confier sa confiance et son amitié. Il fait très attention maintenant parce qu'il a clairement réussi en soi ici à éviter la mort et en plus, détail sordide dans l'histoire, c'est que Jeff était au courant de la fameuse liste. Il a informé uniquement Théodore, mais pas les 3 autres personnes, alors qu'il savait en fait pertinemment pourquoi cette liste avait été créée. Donc d'un côté, Jeff aurait peut-être pu, si jamais il avait prévenu les 3 autres personnes, leur sauver la vie. Et il n'a choisi de sauver que Théodore. C'est une histoire de fou, histoire incroyable. J'ose pas imaginer ce que ça doit être de se dire qu'on a évité la mort et qu'on doit son salut à un détail. Si jamais Théodore n'avait pas cru Jeff, il aurait probablement perdu la vie suite à l'attaque. S'il n'avait jamais connu Jeff, il n'aurait sûrement jamais été impliqué dans toute cette histoire. Mais pourquoi lui, alors que selon ce qu'il nous dit, il n'a rien fait dans l'histoire, a été inclus sur la fameuse liste? Ça, on ne sait pas trop. Est-ce que la liste a été créée par des personnes qui, à partir du moment où tu as juste eu un mauvais regard, tu étais dessus? Ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, on ne peut être que très heureux que Théodore et ses enfants ont réussi à sortir de cette histoire. Et je pense que vous comprenez maintenant pourquoi, après avoir entendu tout le récit, pourquoi Théodore a été victime de troubles de l'anxiété après tout cela. Nous allons maintenant conclure cette vidéo avec le témoignage de Mathias. Mathias nous explique qu'il a grandi principalement avec son frère et son père, sa mère étant décédée alors qu'il avait 10 ans. Au moment des faits, Mathias avait 13 ans, son grand frère 16, et il nous raconte qu'il avait pour habitude de sortir parfois jusqu'à assez tard avec ses amis. Il avait quartier libre, non pas parce qu'on lui faisait confiance, mais parce que son père était quelqu'un qui était porté sur la boisson, quelqu'un de souvent ivre, donc il ne savait même pas dire quand est-ce que son fils était là ou pas. D'ailleurs, l'état de son père faisait que souvent il invitait lui-même des mauvaises fréquentations, des gens qui abusaient de substances ou de boissons comme lui, qui étaient de parfaits inconnus. Et d'ailleurs, Mathias nous dit que souvent quand il rentrait chez lui, il retrouvait des personnes qu'il ne connaissait pas, endormies avec son père dans le salon. Mathias, lui, ne voulait pas voir ce spectacle, donc il allait directement dans sa chambre. Un jour, alors que Mathias revenait d'une sortie avec ses amis, comme il avait l'habitude, dans la nuit, il est rentré chez lui, il a traversé le salon pour monter dans sa chambre. Son père, lui, dormait dans le fauteuil, et il y avait un autre homme avec lui qui avait à peu près la cinquantaine, que Mathias n'a pas reconnu, il ne le connaissait pas. Cet homme ne dormait pas, il a eu Mathias et il lui a souri. Il a essayé d'entamer une brève conversation avec Mathias, mais Mathias lui ne répondait que très vaguement aux questions, il avait juste une envie, aller dans sa chambre. Donc Mathias finalement est monté à l'étage, dans sa chambre, il s'est mis en pyjama et il s'est ensuite dirigé vers la salle de bain pour se laver les dents et se préparer à dormir. Et alors qu'il se dirigeait vers la salle de bain, dans le couloir, il est retombé sur l'homme qui avait la cinquantaine qui se trouvait précédemment dans le salon. Et l'homme lui a dit « Tu es bien jolie dans ce pyjama ». Il avait un sourire malsain. Mathias avait peur, donc plutôt que d'aller dans la salle de bain, Mathias a fait demi-tour et il a verrouillé la porte de sa chambre derrière lui. Il avait une serrure sur sa porte, heureusement, et à ce moment-là, il a peur.
Il comprend que quelque chose ne va pas, que cet homme a de très mauvaises intentions à son égard. À l'intérieur de sa chambre, Mathias a traîné son lit vers la porte pour la bloquer, d'autant plus, encore plus qu'avec la serrure. Effectivement, cette serrure n'était pas très solide, on pouvait la défoncer, donc Mathias voulait avoir une sécurité supplémentaire. Et alors qu'il place son lit sur la porte, il entend des bruits de coups sur celle-ci, avec l'homme qui crie de l'autre côté « Ouvre-moi, j'essaie juste de te dire bonjour, ne sois pas impoli ». Mathias n'a pas répondu, il savait qu'il était en danger, et il entend encore que l'homme essaye d'ouvrir la porte. Mathias s'est précipité à sa fenêtre, il l'a ouverte et il a crié au travers « À l'aide, aidez-moi ». Il se trouve que un des voisins de Mathias a entendu son appel à l'aide. Il savait quelles étaient les habitudes du père, c'est-à-dire qu'il était très porté sur la boisson, donc il se disait à ce moment-là non pas que Mathias était en danger, mais que peut-être il était arrivé quelque chose à son père. Le voisin est venu, heureusement. Il a dû constater que le père dormait dans le salon, donc il est directement allé au niveau de la chambre de Mathias. Mathias, lui, n'entendait plus aucun bruit. Il a juste entendu une frappe douce sur la porte et la voix du voisin, qui était très rassurante. Mathias, lui, était recroquevillé dans un coin de sa chambre, en boule, totalement paniqué. Le voisin a réussi à rentrer dans la chambre, non sans mal, et il a retrouvé Mathias. Il a d'abord pensé qu'il était blessé, et quand Mathias lui a expliqué ce qui s'était passé, là, le voisin l'a pris dans ses bras et l'a rassuré. Mathias avait très peur car il savait que cet homme pouvait revenir à tout moment, à un moment où le voisin ne serait peut-être pas là, sachant que son père était incapable de le protéger. Et c'est d'ailleurs tout ça qui fait que Mathias en a beaucoup voulu à son père. Son père n'a jamais été assez sobre pour que Mathias puisse lui expliquer ce qui s'était passé. Donc ça a été une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En compagnie du voisin, Mathias a contacté les services sociaux et Mathias a été placé chez sa tante jusqu'à ses 16 ans. Là où il a été beaucoup mieux. C'est là que son témoignage s'arrête. C'est un témoignage très dur de se dire qu'un membre de notre famille qui aurait dû nous protéger ne l'a pas fait, non pas parce qu'il n'était pas en état physique, parce qu'il était blessé ou quoi, mais juste à cause de la consommation ici d'alcool. Je trouve que c'est quelque chose de très triste dans cette histoire. Si le voisin n'avait pas été là, si Mathias n'avait pas bien réagi, il est fort probable que l'homme qui se trouvait dans la maison, l'homme de 50 ans, aurait abusé de lui et aurait complètement ruiné sa jeunesse. Déjà que ce souvenir a dû avoir un impact, et en a eu un d'ailleurs sur sa vie, vu que c'est ça qui a fait que derrière qu'il a quitté son père, mais ça aurait pu avoir un tout autre impact si jamais le voisin n'avait pas réagi à temps. En tout cas, Mathias a partagé son histoire, il a l'air d'avoir réussi à vivre sa vie derrière, donc nous c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, qu'il trouve le bonheur dans chacune de ses journées. La première histoire que je vais vous partager est l'histoire de quelqu'un que nous allons appeler Alice. Alice nous dit qu'elle est professeure des écoles et elle se présente comme quelqu'un d'assez, non pas timide, mais elle se décrit comme quelqu'un qui a tendance à rester dans son coin, qui ne fait pas de vagues. Elle dit qu'elle est plutôt calme, qu'elle n'est pas très intimidante et qu'en public, ce n'est pas quelqu'un qui se fait remarquer. Un jour, Alice devait aller faire quelques courses, donc elle a décidé de changer un petit peu de sa routine habituelle. Elle a décidé de se rendre dans un magasin dans lequel elle n'avait pas l'habitude d'aller. Une fois arrivée dans le fameux magasin, Alice fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'elle reste avec elle-même et qu'elle ne fait pas du tout attention à ce qui l'entoure. Elle était en train de faire ses petites courses tranquillement, il y avait quelques personnes dans le magasin, mais Alice ne s'en souciait pas. Elle était dans ses pensées, c'est pour ça qu'elle a été surprise quand une femme d'un certain âge lui a demandé si elle pouvait l'aider. Alice, surprise, a regardé autour d'elle pour être sûre que c'était bien à elle qu'on s'adressait, et elle a répondu d'une manière assez confuse que non, elle n'avait pas besoin d'aide. La dame est repartie et Alice est retournée à ses préoccupations. La vie a suivi son cours pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende quelque chose dans une allée qui se trouvait juste à côté d'elle. Une voix a brisé ses pensées, c'était la voix de la dame qui avait demandé si elle pouvait l'aider. Sauf que cette dame, cette fois-ci, parlait à ce qui semblait être une de ses amies et disait, en parlant d'Alice, « Cette dame étrange n'arrête pas de me suivre. À chaque fois que je regarde, elle est à côté de moi. » Alice, tout de suite, est assez mal à l'aise, elle se dit que peut-être par inadvertance, par pure coïncidence, elle s'est retrouvée souvent à côté de cette dame, mais elle n'y a pas prêté attention alors que la fameuse dame, elle, eh bien, a pensé qu'Alice la suivait. Donc ce qu'Alice a décidé de faire, c'est de cette fois-ci, d'être à chaque fois le plus éloigné de cette dame possible. En tout cas, autant qu'il était possible. Et elle se rendait compte, parce que la dame parlait d'une manière assez forte, qu'elle disait à qui voulait l'entendre qu'Alice la suivait. Elle disait que
Alice était quelqu'un d'étrange, que c'était probablement une stalkeuse, et les personnes à qui était raconté ce genre de choses regardaient Alice et étaient surpris, parce qu'Alice était plutôt petite, pas du tout intimidante, donc les gens se disaient mais vraiment elle. Donc plutôt que d'être inquiet vis-à-vis du pseudo comportement d'Alice, les gens ne rigolaient pas de la situation mais ne la prenaient pas au sérieux en tout cas. Et il y a une phrase qui a effrayé Alice, qui l'a mis beaucoup plus mal à l'aise que tout ce qu'elle a pu entendre dans le magasin. C'est une phrase proposée par la dame qui disait à tout le monde qu'Alice la suivait. Cette dame a répondu à un moment donné, quand quelqu'un a dit « Vraiment cette femme-là vous ennuie ?» La dame a répondu « Oui, et si elle recommence, je la tuerai. » Et à partir de là, elle était de plus en plus agressive dans ses commentaires. Et Alice, au début, continuait de vivre sa vie, mais au fur et à mesure du temps, a commencé à, d'une part, être énervée et agacée de la situation, d'autre part, elle a commencé à être mal à l'aise. Parce qu'avant, elle pensait qu'il y avait quiproquo, mal entendu, mais au fur et à mesure, elle commence à penser qu'il y a peut-être danger pour elle si la femme met ses menaces à exécution. Donc, elle se dit que maintenant, c'est fini. Alice nous raconte qu'elle ne s'est jamais battue de sa vie, elle n'a jamais eu de dispute dans un lieu public en tout cas. Elle se dit que ce n'est pas ce jour-là que eh bien ça allait commencer. Donc elle a reposé les articles qu'elle avait pris en main et elle est partie vers son véhicule. Elle est rentrée chez elle sans d'autres mésaventures. La femme ne l'a pas suivie sur le parking ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, c'est un événement qui lui a laissé pas mal de questions en tête et elle espère bien évidemment, comme c'est le cas dans beaucoup d'histoires partagées sur Let's Not Meet, ne plus rencontrer cette fameuse dame qui était, en l'occurrence dans la situation présentée, la dame la plus étrange du magasin. C'est là que ce témoignage s'arrête, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez surprenant. La dame vient parler d'elle-même à Alice, et finalement c'est elle derrière qui va dire que Alice eh bien l'importune. J'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Après, je pense que il y a beaucoup de personnes qui ne sont peut-être pas très stables mentalement. J'ai vu beaucoup de cas sur TikTok notamment. Alors à ne pas prendre au premier degré, mais c'est aux États-Unis il me semble. Les gens appellent certaines personnes des Karen. Les Américains ont sorti ce prénom-là. Et en fait ce sont souvent des personnes qui abusent vraiment d'une situation. Pour vous donner un exemple un peu plus concret de ce que je veux dire, c'est un homme se gare à un endroit, une dame passe et considère que l'homme n'a pas à se garer ici et elle se roule par terre disant oh mon dieu vous m'avez percuté, appelez la police, alors que l'homme a enregistré toute la scène et donc il a preuve qu'il n'a rien fait. Peut-être que là on a affaire à quelqu'un qui a ce type de comportement, peut-être que je ne sais pas, le visage d'Alice ne lui revenait pas, elle a donc décidé de faire tout ce drama. Fort heureusement il ne s'est rien passé de dangereux pour Alice, et c'est la meilleure finalité qu'on pouvait espérer. Dans ce second témoignage, je vais vous présenter quelque chose qu'a raconté quelqu'un que nous allons appeler Stacy. Stacy se présente comme quelqu'un âgé de 22 ans qui vit avec son mari, Mike, âgé de 25 ans. Un soir, vers à peu près 11h50, peu de temps avant minuit en tout cas, Mike a dit à Stacy que quelqu'un frappait à la porte. Cette personne sonnait également à la sonnette de l'appartement pendant à peu près une dizaine de minutes. Chose qui, vous en conviendrez, n'est pas très rassurant quand on vit en appartement et qu'il fait nuit. Généralement, on n'attend personne à ce moment-là. Mike a donc réveillé Stacy. Peut-être qu'elle pourrait identifier qui est la personne qui a réveillé le couple. Elle s'est donc précipitée à la fenêtre qui donnait sur l'escalier pour accéder à l'appartement. C'était pas un appartement qui se trouvait dans un immeuble. Et par la fenêtre, Stacy a vu un homme qui retournait vers sa voiture. La voiture était garée sur le parking réservé à ceux qui normalement logeaient dans les appartements. Il portait un jean bleu et un t-shirt gris. En tout cas de ce que pouvait voir Stacy dans la nuit. Il était peut-être âgé de 30 ans, un homme aux cheveux blonds, de taille moyenne, et Stacy a pu voir autant de détails parce que l'homme ne portait pas de masque ou de cagoule pour dissimuler son identité. Et donc, de par ce biais-là, le fait que l'homme ne cherchait pas à masquer son identité, Stacy en est sûre, elle ne le connaît pas. Et alors qu'elle cherche un peu à l'analyser, au moment où elle cherchait à voir si elle le connaissait ou pas, elle a remarqué que l'homme tenait quelque chose dans sa main. Elle ne sait pas vraiment ce que c'est, précisément en tout cas, mais elle trouve que ça ressemble à une corde ou du ruban. Quelque chose pour attacher en tout cas. L'homme est allé dans son véhicule et il s'est assis à l'intérieur, patientant pendant une durée d'à peu près 3 minutes. Inquiète, Stacy a appelé le 911 et
Alors qu'elle était encore au téléphone avec l'opérateur, l'homme est revenu devant la porte de l'appartement et il a recommencé à taper sur la porte pour que quelqu'un vienne lui ouvrir. L'opérateur entendait les bruits de coups sur la porte parce qu'ils étaient vraiment très bruyants et il a indiqué à Stacy que la police était en chemin. Après cela, Stacy a raccroché et elle a décidé de prendre quelques preuves avec elle. Elle a donc actionné l'appareil photo de son téléphone pour enregistrer le véhicule de l'homme qui tambourinait à sa porte. L'objectif était d'avoir le modèle du véhicule, la plaque d'immatriculation, des informations si jamais l'homme s'en va avant que la police n'arrive permettront de l'identifier et de le retrouver. Cet individu avait un comportement très étrange, ça vous devez vous en douter. Il faisait des allers-retours vers son véhicule, il revenait, il frappait, il allait dans sa voiture, il attendait et des fois même il démarrait son véhicule, il faisait une sorte de tour du parking et il se regarait. Sauf qu'à un moment donné, il a semblé très agité. Il s'est donc reprécipité vers son véhicule pour partir, mais la police est arrivée à ce moment-là. La police a embarqué l'homme, et ce n'est pas de par la bouche des officiers de police que Stacy a eu des réponses, c'est par la bouche de sa voisine, celle qui vivait vraiment juste à côté de chez elle. La voisine a dit qu'elle avait vu l'homme qui avait été arrêté par la police et qu'elle n'était pas la seule à l'avoir vu. Il se trouve qu'en fait, 1 minute à peine après que le mari de la voisine soit parti, l'homme a commencé à observer à l'intérieur de son appartement à elle, et cet homme regardait en fait la petite fille de la voisine. Il regardait en boucle, et en fait, il se trouve que l'homme s'est trompé d'appartement. Il ne savait pas à laquelle des deux portes permettait d'accéder à la jeune fille, donc en fait il a tapé aux 2 portes, chez la voisine et chez Stacy, ce qui a, comme je vous l'ai raconté au début de l'histoire, attiré l'attention de Stacy et de Mike, son mari. La police n'a jamais contacté Stacy à la suite de ces événements pour lui dire quoi que ce soit. Stacy, elle, par contre, a essayé d'avoir la police pour savoir ce qui s'était passé, mais elle n'a jamais eu d'informations. Elle ne sait pas si l'individu a été relâché, s'il a été mis hors d'état de nuire. Elle n'en a aucune idée. Quoi qu'il en soit, elle a pris des mesures. Elle a remplacé la lumière qui éclairait le devant de son appartement. Elle a également installé des caméras qui s'enclenchent quand il y a une détection de mouvement. Et donc, on va dire que au bout de cette histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'un homme voulait enlever une petite fille, la petite fille de la voisine, et qu'il s'est fait avoir parce qu'il s'est en fait simplement trompé d'appartement. Évidemment, le voisinage, ceux qui vivent dans les quelques appartements à côté de ceux de Stacy, sont un peu paniqués. C'est sûr que ça jette un grand froid de savoir qu'un homme a voulu kidnapper un enfant là où tu vis. Stacy également n'était pas très sereine, d'où le fait qu'elle a pris quelques mesures. Et donc, elle se demande, au bout de cette histoire, ce qui se serait passé si jamais Stacy ou Mike avaient ouvert la porte à cet homme. Est-ce que l'homme était armé? Ça, c'est un mystère, c'est possible. Qu'est-ce qu'il aurait fait? On ne sait pas, sachant que, eux n'avaient pas d'enfants. Donc peut-être qu'il aurait trouvé une excuse en disant désolé, je me suis trompé d'appartement, il aurait tapé à côté et il aurait pu enlever l'enfant de la voisine. Quoi qu'il en soit, c'était quelqu'un qui avait prévu son coup parce qu'il a attendu que le mari s'en aille pour pouvoir à ce moment-là mettre son plan à exécution. Plan qui semble en tout cas avoir échoué, et heureusement. Il y a eu quelques mises à jour sur cette histoire. Plusieurs fois, Stacy a essayé de contacter la police pour avoir des informations et elle a réussi à en avoir. Il se trouve que l'homme a été relâché. Pourquoi? Parce que la police n'avait en soi aucune preuve de quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de cambriolage ou de tentative. Ils ont juste en soi arrêté un homme qui était vers sa voiture, bien qu'il avait des éléments assez particuliers comme par exemple du ruban ou alors une corde. Pour eux, il n'y a pas de problème. Et vous vous en doutez bien, la réponse de la police vis-à-vis de la situation et en quelque sorte leur laxisme l'a profondément énervé. Et je pense qu'on peut le comprendre. Dans un premier temps, Stacy devait être un peu rassurée de voir que la police avait pris en charge l'affaire, mais voyant comment ça a tourné, je pense qu'elle était très inquiète à la suite des événements. Dans cette troisième histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous appellerons Julia. Julia nous explique qu'elle était avec son mari et qu'elle rentrait tranquillement à la maison à pied après avoir bu une petite bière en compagnie de son mari dans un pub du coin. Elle vit en Nouvelle-Zélande, dans une ville comptant à peu près 2000 habitants. On est au printemps, donc il fait assez jour, non pas jusqu'à tard dans la soirée, mais c'est assez différent de l'hiver. Quoi qu'il en soit, Julia et son mari ont passé une bonne petite soirée. Ils rentrent tranquillement à la maison. Il leur restait à peu près 10 minutes de marche à peine pour être arrivés. Ils parlaient. Et en passant au niveau d'une intersection, Julia
voit un chat assis sur une clôture. Julia, qui adore les animaux, le salue, elle imite un miaulement, le chat miaule en retour. Il bouge un peu et là il commence à s'agiter, à traquer un oiseau. Julia et son mari continuent, rien d'inhabituel, il y jette juste des petits coups d'œil vers la maison d'où venait le chat pour voir juste ce qu'il fait, histoire qu'il ne se fasse pas par exemple écraser. Et alors qu'il jette un coup d'œil vers la maison d'où venait le chat, il voit la porte d'entrée qui s'ouvre et un homme qui en sort. L'homme avait un masque sur la tête, c'était un sac en papier marron. Il sort, il se dirige vers la cour et il trébuche. C'est comme si en fait il était ivre, mais ce que Julia et son mari remarquaient à ce moment-là, c'est que la maison semblait morte, non pas qu'elle semblait inhabitée, mais c'était pas une maison dans laquelle il y avait une soirée. Les lumières étaient plutôt éteintes, elle semblait plutôt tranquille. L'homme se relève et Julia et son mari sont persuadés que là, il y a un contact visuel. L'homme avait en fait des trous sur le masque au niveau des yeux et les trous étaient dans leur direction. Donc pour eux, ils sont sûrs, l'homme les a vus. De plus, après ce contact visuel, l'homme a eu un comportement assez étrange. Il s'est reculé un petit peu pour disparaître dans la pénombre. Julia a littéralement la chair de poule. Avec son mari, il marche lentement, il continue en soi leur trajet vers la maison. Et elle ne sait pas vraiment expliquer ce qu'elle ressentait à ce moment-là, mais elle a eu ce sentiment que cet homme était profondément malsain. Elle sait que cet homme qui est habillé d'une manière assez étrange n'était pas comme ça pour une farce. Elle sait qu'il y a vraiment quelque chose de sinistre derrière tout ça. Le couple marche toujours très lentement, toujours en regardant vers la maison où il s'est passé cette scène étrange, et de nouveau, il voit l'homme qui sort de la pénombre pour y retourner quelques instants après. L'homme ne les avait pas quittés des yeux. Et c'est une sorte de boucle qu'il se passe à ce moment-là. L'homme sort de nouveau, il se recache, comme s'il regardait si le couple était toujours là ou s'il était parti. Ça a continué jusqu'à ce que Julia et son mari arrivent au bout de la rue, et le couple a pu rentrer tranquillement à la maison. L'homme ne les a pas suivis. Le mari de Julia a décidé de tourner la situation à la dérision en disant que c'était peut-être quelqu'un qui se préparait pour Halloween. Julia, pour se rassurer, essaye de s'aligner vis-à-vis de cette pensée, mais elle a toujours ce sentiment que la situation à laquelle elle a assisté était plus sinistre qu'il n'y paraît. C'est là que le témoignage de Julia se termine. On peut avoir plusieurs théories. Soit c'est effectivement quelqu'un qui était déguisé, peut-être quelqu'un qui était sous l'emprise de substances et qui était dans une sorte de délire. On peut se dire que c'est quelqu'un qui voulait juste faire peur, ou alors quelqu'un qui avait potentiellement des intentions sinistres. Si Julia avait été seule à ce moment-là, peut-être que le pire aurait pu lui arriver, et le fait qu'il y ait son mari, ça a dissuadé la personne qui portait ce fameux masque. Mais quoi qu'il en soit, cette rencontre fait partie, je trouve, des rencontres les plus mystérieuses que j'ai pu voir sur Reddit. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une soirée qui a marqué et qui restera longtemps dans les souvenirs de notre amie Julia. Nous allons voir le témoignage cette fois-ci de quelqu'un que nous allons appeler Jessie. Jessie nous dit qu'elle a récemment déménagé de son appartement pour une raison toute simple, c'est qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec ses propriétaires. Elle vivait dans un appartement plutôt cool avec un colocataire qui payait généralement la plupart du loyer parce que ses parents étaient assez aisés et ils l'aidaient financièrement. Et les propriétaires de l'appartement où vivait du coup avant Jessie était un couple qui avait des enfants. La première semaine, quand Jessie a emménagé dans l'appartement, tout s'est passé plutôt normalement, à une exception près. C'est qu'à chaque fois qu'elle rencontrait les enfants du couple de propriétaires dans l'ascenseur, ils faisaient des bruits étranges et lui criaient dessus et ensuite ils s'enfuyaient en courant. Au début, Jessie trouvait ça plutôt mignon, plutôt amusant, mais voyant que c'était quelque chose de récurrent, ça a commencé à la mettre mal à l'aise. De plus, le plus vieux des fils a commencé à le faire aussi, alors qu'il semblait avoir le même âge que Jessie. Donc quand c'est des enfants de 10 ans, on peut se dire ça passe, mais quand c'est quelqu'un qui a plutôt l'air d'en avoir 20, ça semble un peu plus inquiétant. D'abord, Jessie s'est dit qu'il n'y avait pas de problème. Elle se dit que peut-être l'homme qui avait à peu près son âge, jouait avec ses frères et sœurs, et donc il n'y avait pas raison de s'inquiéter. Là où c'est vraiment devenu bizarre, c'est quand Jessie a rencontré tous les enfants ensemble et qu'elle a pu discuter cette fois-ci un peu avec eux. Il y avait également le père et la mère. La conversation s'est bien passée, c'était une conversation normale, plutôt agréable. Le père s'est d'ailleurs excusé du comportement du plus vieux des fils en disant « Pardonne-le, tu sais, il a un petit peu un... » Et il fait un geste en mode il a un peu retardé quoi. Évidemment, Jessie a été un peu choquée,
parce que le fils était juste à côté, donc elle se dit que c'est surprenant qu'un père de famille dise ça de son fils alors qu'en plus il est à côté. Jessie ne se souvient plus vraiment de ce qu'elle a dit, mais en tout cas la sensation qu'elle avait, c'est qu'elle voulait juste bien quitter la conversation, partir. Quelques jours plus tard, Jessie a recroisé le père, donc le propriétaire, dans l'ascenseur. Elle était assez distante et le père a commencé à avoir un comportement déplacé. Non pas qu'il a commencé à la toucher ou quoi que ce soit, mais il a commencé à dire « Je suis quand même très généreux de vous offrir cet appartement. D'ailleurs, vous n'en prenez pas grand soin. Je vous propose un tarif bas. » Donc en fait, là où il voulait en venir en disant tout ça, c'est qu'il voulait que Jessie lui rende un service. Il voulait que Jessie garde ses enfants, pendant que lui, sa femme et son fils aîné participeraient à un dîner. Au début, Jessie n'est pas très partante, mais le père arrive à la convaincre par un biais monétaire. Il lui dit qu'il la paiera 150 $ de l'heure. Évidemment, Jessie l'a accepté parce que c'était une somme assez intéressante. La garde ne se faisait pas chez elle, mais chez les propriétaires. Donc, le jour J, elle est arrivée, elle a été très surprise de voir comment était l'appartement du propriétaire, parce qu'en fait, ce n'était pas un appartement classique, c'était un appartement qui faisait tous les étages de l'immeuble. Quelque chose de magnifique. La garde a commencé pendant environ 1 heure, tout s'est bien passé. Jessie jouait avec les enfants et à un moment donné, elle a entendu la porte d'entrée claquer. Jessie dit aux enfants de ne pas bouger, elle va voir qui c'est, et elle tombe sur le père de famille qui tombe par terre. Il est totalement ivre à ce moment-là. En voyant cela, Jessie a un rire qu'elle ne contrôle pas, c'est nerveux. Ensuite, elle s'est approchée du père de famille, elle a demandé si ça allait, elle a essayé de l'aider. Le père a marmonné quelque chose et ensuite, sa femme est rentrée dans le domicile. Elle a dit c'est bon, je m'en occupe, vous pouvez rentrer chez vous. Elle a payé Jessie et Jessie est partie. Jessie est rentrée chez elle, un peu sous le choc quand même de ce qui venait de se passer. Et elle s'est dit c'est bon, c'est un nid à galère, j'y retournerai pas. Elle en a parlé à son colocataire. Et son colocataire va dire que lui aussi a déjà échangé avec le père alors qu'il était bien plus sobre. Et en fait, avec la discussion qu'elle a avec son colocataire, Jessie comprend ce que le père a marmonné quand il était ivre. En fait, le père avait dit au colocataire « Ma femme est cool, t'inquiète pas, il me laisse faire des choses qui ne passeraient pas forcément dans d'autres couples. » En gros, ce qu'il a marmonné quand il était ivre, ce sont des avances. En gros, il a dit à Jessie, on peut coucher ensemble, ma femme ne dira rien. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui met Jessie extrêmement mal à l'aise. On peut le comprendre, je pense. Jessie se dit, ok, toute cette situation sent très mauvais, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on résilie notre bail, ou en tout cas qu'on ne le renouvelle pas, qu'on prenne un autre appartement, parce que si on continue dans cette voie-là, il est probable qu'on ait des problèmes. Le temps a suivi son cours, et c'est au cours du dernier mois, avant le renouvellement ou non du bail, que là, Jessie a revu les fameux propriétaires. Jusqu'à ce moment-là, il n'y a eu que très peu de contacts. Le père de famille a eu de nouveau quelques phrases tendancieuses vis-à-vis de Jessie, mais c'est tout. Ce fameux dernier mois, Jessie était en couple. Elle était dans son immeuble, en compagnie de son petit ami qui était clairement au courant des avances que pouvait faire le propriétaire. Ils ont pris l'ascenseur, et dans l'ascenseur se trouvait le père de famille et sa femme. Il y avait un silence extrêmement gênant. Et en quittant l'ascenseur, Jessie s'est retournée et le père l'a regardé en souriant et en lui faisant un clin d'œil. Jessie était encore une fois très mal à l'aise, donc elle a demandé à son petit ami de rester vivre avec elle jusqu'à ce que le bail soit terminé. La dernière fois que Jessie a vu les propriétaires, c'était quelques jours avant le déménagement. Le colocataire n'était pas là, les deux propriétaires, eux, étaient assis devant l'ascenseur, ils attendaient Jessie, et ils ont eu un comportement extrêmement étrange. Quand ils ont vu Jessie, ils ont commencé à pleurer, vraiment à chaudes larmes, lui demandant de rester, de ne pas partir. Ils se sont excusés, disant qu'ils ne voulaient pas mettre Jessie mal à l'aise, qu'elle était très jolie. Quand ce jour-là, Jessie est revenue, les propriétaires ont frappé à la porte, ils ont essayé d'entrer, et Jessie les a menacés en disant que si ils ne partaient pas, elle allait appeler la police. Là, ils sont partis. Jessie a déménagé et quelques temps après son nouvel emménagement, elle a reçu un message d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Ce message venait des propriétaires qui l'informaient qu'elle pourrait vivre dans l'ancien appartement, celle qu'elle occupait pendant 6 mois gratuitement, à condition qu'elle accepte de passer quelques nuits avec eux. Clairement, les propriétaires ne voulaient pas que Jessie paye un loyer pour vivre dans l'appartement, ils voulaient qu'elle se prostitue. Vous comprenez bien que Jessie, après ce message, a directement bloqué le numéro et l'a supprimé. Elle a été très choquée de ce qu'elle a vécu pendant son séjour dans l'appartement où il s'est passé toutes ces choses. Et ce qui la met encore plus mal à l'aise, c'est que, mais en tout cas elle est heureuse qu'il ne se soit rien passé, c'est qu'en fait les propriétaires avaient des doubles des clés de l'appartement. Donc si jamais ils avaient voulu vraiment agresser directement Jessie quand elle était chez elle, peut-être même seule, ils auraient pu le faire. Peut-être que l'idée ne leur est jamais venue, mais c'est assez inquiétant de se dire que des personnes comme ça auraient pu assouvir leur vice s'ils l'avaient désiré, et de la manière la plus malsaine possible. C'est là que ce témoignage s'arrête. C'est un témoignage assez glauque, je trouve. En plus, ce genre de
de témoignages, je l'ai déjà vu, alors pas vraiment d'une manière similaire, mais il me semble avoir déjà vu, je sais pas par contre si je les avais racontés, des threads où en gros quelqu'un proposait un appartement à la location et le loyer était très peu cher. Mais il y avait une contrepartie, c'est que déjà l'appartement n'était louable que pour des jeunes filles et ces jeunes filles devaient avoir des relations intimes avec le propriétaire pour pouvoir y vivre. Je sais pas si c'est une courante qui est très connue, je crois que malheureusement c'est quelque chose qui existe et je me dis c'est quand même très fou que dans notre société ce soit quelque chose qui puisse arriver. C'est très malsain, c'est assez affligeant de voir des hommes qui ont peut-être des biens se servir de ce moyen-là pour essayer d'avoir des relations avec des jeunes filles qui sont évidemment des relations non consenties. Et dans la plupart des cas, ce que j'ai vu, c'est que ce sont souvent des relations où les propriétaires sont des hommes et font ces demandes envers des jeunes filles. Il ne me semble pas, dans tous les threads que j'ai pu voir sur Reddit qui parlaient un peu de ce genre de situation, avoir déjà vu des situations où c'est des femmes qui demandent ce genre de contrepartie à des hommes. Nous allons maintenant finir avec le témoignage de Jessica. Jessica nous dit qu'elle a dû déménager à l'autre bout du pays, des États-Unis, pour terminer ses études. Elle était donc au Colorado. Environ 3 semaines après avoir emménagé, son petit ami est parti travailler et il avait fait un oubli, il avait oublié de fermer la porte d'entrée. 2 heures après que son petit ami soit parti, Jessica a été réveillée par un bruit qu'elle a entendu dans la salle de bain. Elle a un peu ouvert les yeux et au moment où elle allait se rendormir, elle a vu un gars passer devant sa porte. Elle était à moitié endormie, sa première pensée, sachant qu'elle était en sous-vêtements, était de s'habiller, de prendre son téléphone et voyant qu'elle est réveillée, l'homme qu'elle a vu passer a commencé à prendre la fuite. Jessica a mis un pantalon et elle lui a couru après pour l'interroger. Elle était très courageuse. Il a dit, quand Jessica l'a interrogé, qu'il s'était trompé d'appartement et qu'il cherchait son colocataire John. Jessica lui a crié dessus, elle cherchait autour d'elle pour prendre quelque chose pour se défendre. Elle pense à un truc tout simple, perso je n'y aurais pas forcément pensé, de la confusion. Elle se dit que l'homme est peut-être quelqu'un qui était venu pour cambrioler. Donc elle demande à l'homme de vider ses poches. L'homme s'exécute, il n'y a rien de spécial, c'est là qu'elle remarque que dans sa chaussette, il y a de l'argent. L'homme refuse de lui montrer, et plutôt que donc de montrer ce qu'il avait dans sa chaussette, il se dirige vers la sortie. Jessica le suit, elle lui crie dessus en répétant à chaque fois « mais qu'est-ce que tu faisais chez moi ?» Et quand l'homme sort, dans le couloir de l'immeuble, le gérant de l'appartement assiste à la scène. Il ne comprend pas ce qu'il se passe, donc il demande à Jessica si elle connaît l'individu. Jessica répond que non, et dès qu'elle a dit ça, l'homme qui était rentré chez elle s'enfuit en courant. Jessica est rentrée chez elle, elle a appelé la police, elle a un peu fait le tour de son logement et elle s'est rendue compte que son portefeuille se trouvait dans la salle de bain d'où l'homme était sorti, là où elle avait entendu le bruit, et qu'il était vide. De plus, elle est persuadée que ce portefeuille, quand elle s'est couchée, eh bien elle l'avait posé sur la table de nuit qui se trouvait juste à côté d'elle. Quelques jours plus tard, l'homme a été arrêté, mais il a été libéré sous caution. Tous ces événements ont créé un syndrome post-traumatique chez Jessica. Elle se réveille au moindre bruit. Par exemple, si elle dort et que son voisin du dessus marche un peu trop fort, ça la réveille et elle rentre dans une phase de stress immense. Elle a pris quelques précautions pour essayer de se sentir plus en sécurité. Elle a installé une caméra au niveau de sa sonnette, les fameuses ring bells. Elle a également caché un taser quelque part, un spray au poivre. Mais bien qu'elle ait pris toutes ces mesures, elle est toujours très mal à l'aise chez elle. Elle a du mal à trouver le sommeil. Elle est en état constant d'hypervigilance. Jessica se sent chanceuse que l'homme n'ait jamais sorti d'armes alors qu'on était dans le Colorado, là où le port d'armes est apparemment autorisé. Mais elle a peur que l'homme revienne chez elle pour se venger, sachant que le fait qu'il ait été arrêté est de son dû, parce que c'est elle qui a contacté la police et qui a ensuite entraîné son arrestation. Elle se dit qu'elle a eu énormément de chance de s'en sortir sans séquelles, et que peut-être si jamais ça se reproduisait, elle n'en aurait pas autant. Son témoignage s'arrête là, c'est un témoignage qui a été très court, mais c'est quelque chose d'incroyable. Tout ça à cause d'une erreur, l'erreur du petit ami qui a oublié de fermer la porte. Je n'ose pas imaginer comment lui doit se sentir, même s'il ne faut pas accuser les gens, eh bien c'est son erreur qui a tout entraîné derrière. Bon, je pense que ça ne sert à rien de l'accabler parce qu'il doit déjà se sentir lui-même très responsable, en tout cas bon j'espère quand même. On ne peut être que très heureux que Jessica n'ait pas eu de séquelles physiques, qu'elle n'ait pas été agressée, qu'elle n'ait pas été abusée, sachant que l'individu qui s'est introduit chez elle aurait pu faire ce qu'il voulait de la jeune fille quand elle était encore en train de dormir. Selon l'idéologie du rêve américain, n'importe quelle personne vivant aux États-Unis, de par la force de son courage, de sa détermination et de son travail, peut devenir prospère et faire de ses rêves une réalité. Une philosophie encourageante, mais malheureusement, certains individus n'auront jamais la possibilité de s'y employer. Effectivement,
Au-delà d'être une terre d'opportunités, les États-Unis sont aussi un lieu avec un nombre important de disparitions inquiétantes et notamment des disparitions d'enfants. Selon la fondation Missing Children, c'est 460 000 enfants qui sont déclarés disparus chaque année. Je n'ai pas trouvé la statistique concernant les personnes adultes déclarées disparues, mais je ne doute pas que le chiffre est tout aussi effrayant. À mon sens, une seule disparition déjà est un chiffre bien trop élevé. C'est un moment de douleur pour les proches des disparus, qui sont partagés entre l'espoir de retrouver le disparu et également la peur d'apprendre que celle-ci n'est plus parmi nous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la disparition mystérieuse d'une jeune fille. Une disparition troublante, notamment de par le fait que certains indices demeurent quelque peu intrigants. J'espère que vous allez bien et si vous êtes prêts et bien installés, laissez-moi vous raconter la disparition de Tara Calico. Les États-Unis ont été bouleversés pendant les années 60. Le pays est en pleine guerre froide. De plus en plus de soldats sont mobilisés sur le front de la guerre du Vietnam. Le président JFK est assassiné et peu de temps après, son frère Robert subit le même sort tragique. Une crise économique frappe le pays, entraînant aux États-Unis de nombreux changements. Mais il y a aussi une évolution sur le plan culturel. Pendant cette période-là, c'est l'arrivée de films qui marquent encore aujourd'hui les esprits, comme le film Psychose d'Alfred Hitchcock ou encore le film West Side Story. Les États-Unis changent, évoluent, se transforment et c'est dans ce tumulte que naît une jeune fille. Le 28 février 1969 vient au monde Tara Calico. Elle vivait dans la ville de Belen, qui est la deuxième ville la plus peuplée du Nouveau-Mexique. Elle arrive dans une famille aimante avec ses parents, David et Patty, et elle a également un frère aîné, Chris. Elle a une vie sans histoire, parsemée de moments de joie et de quelques moments douloureux, notamment avec le divorce de ses parents. Sa mère Patty s'est remariée en 1975, alors que Tara était âgée de 6 ans. Patty a eu une fille avec son nouveau mari, une petite fille du nom de Michelle. Tara était très heureuse pour sa mère, car John Dell, le nouveau mari de Patty, était un homme bienveillant qui prenait grand soin de Patty ainsi que de sa fille. De plus, Tara avait de très bons rapports avec cet homme. Elle était heureuse que le nouvel homme de sa mère soit quelqu'un de bien. Tara était donc une jeune fille épanouie. Physiquement, elle était décrite comme quelqu'un d'athlétique. Elle était sociable. Elle avait un petit ami, Jack Cole, dont elle avait fait la connaissance pendant ses études en faculté de psychologie. Autre point commun avec ce jeune homme, au-delà de faire les mêmes études, Tara adorait les randonnées en vélo, chose que Jack adorait aussi. Elle adorait faire ses randonnées dans des lieux désertiques et donc, étant vraiment une réelle passion pour elle, elle se livrait à ce loisir aussi souvent qu'elle le pouvait. Par exemple, quand elle n'effectuait pas son travail dans une agence bancaire. Tara était une jeune fille qui était très appréciée par ses proches, par ses amis, que ce soit pour sa gentillesse ou pour son sens de l'organisation. Une jeune fille sans histoire, vouée à un destin merveilleux, mais qui malheureusement a vu sa vie être bouleversée. Tara, à la date que je vous ai présentée, était âgée de 19 ans. Elle s'est levée ce jour-là, aux alentours de 9 h, avec une seule idée en tête. Pratiquer son loisir favori, aller faire une randonnée à vélo. Elle se rend donc dans son garage et là, surprise. Mauvaise surprise pour elle, elle constate que le pneu de son vélo a crevé, donc elle ne peut pas l'utiliser. Mais voulant quand même absolument partir faire sa fameuse randonnée en vélo, elle demande l'autorisation à sa mère, Patty, de prendre son vélo à elle. La demande de la jeune fille est acceptée et c'est donc vers 9 h 30 que Tara quitte son domicile avec le vélo rose que Patty lui a laissé. Et sans le savoir, à ce moment-là, Patty, la mère de la jeune fille, venait de lui adresser ces derniers mots. La jeune fille avait pour habitude d'emprunter le même chemin. Quand elle faisait des petites balades comme ça, quand elle avait une envie entre guillemets soudaine, elle avait pour habitude d'emprunter le même itinéraire. D'ailleurs, pendant un moment, sa mère partageait ces fameuses randonnées avec elle, mais c'est une expérience qui a marqué sa mère, qui a fait qu'elle a arrêté. Effectivement, durant cette expérience, Patty, qui faisait du vélo, donc, sentait qu'elle était suivie par une voiture, et c'est quelque chose qu'elle n'appréciait pas.
Il ne s'est rien passé d'autre, elle a juste eu cette sensation de malaise vis-à-vis de cette situation. C'est ce qui lui a fait prendre la décision d'arrêter de faire des balades en vélo. Elle a essayé plusieurs fois de dissuader Tara de continuer à faire ce genre de balade, mais Tara, étant une réelle passionnée, a toujours refusé d'écouter sa mère. Donc, ne voulant pas empêcher sa fille de pratiquer sa passion, elle lui a proposé de lui passer ou de lui acheter un spray au poivre pour se défendre en cas d'agression. Peut-être pour les plus jeunes qui me regardent, la personne qui va recevoir ce spray au poivre dans les yeux, ça ressemble à avoir un douleur insoutenable, ce qui permet à la personne projette dans les yeux d'une personne de s'enfuir, qui cherche un outil de self-défense. Logiquement, la douleur est tellement forte que la personne qui nous agresse est omnubilée justement par sa douleur. Elle ne va pas rien sentir. C'est extrêmement douloureux, d'autant plus que les yeux, c'est très sensible. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà mis par exemple le doigt dans l'œil, par mégarde, ça fait mal. Je vous déconseille d'utiliser pour vous amuser ce genre d'outil, de vous en mettre dans les yeux pour voir ce que ça fait. Je pense que vous le regretterez amèrement. Quoi qu'il en soit, Tara n'a pas vu l'utilité de prendre un spray au poivre avec elle. Est-ce que si elle en avait eu un sur elle, ça aurait pu permettre d'éviter toute la situation qui s'en est suivie? Je ne sais pas, et je pense que personne ne saurait vraiment le dire. D'ailleurs, ne voyant pas le danger dans ce qu'elle allait faire, elle a un peu ironisé sur la situation et elle a dit à sa mère que si à midi elle n'était pas rentrée, qu'il fallait aller la chercher, faire le trajet en voiture qu'elle comptait faire en vélo pour la récupérer parce qu'en plus à 12h30, elle devait rencontrer son petit ami Jack Cole pour faire un rendez-vous en amoureux. La matinée se passe, l'heure tourne et vient l'heure de midi. Tara n'est toujours pas rentrée, donc Patty exécute ce que sa fille lui a dit, si à midi elle n'est pas là d'aller la chercher en voiture, et donc elle monte dans son véhicule à 12h05 et elle quitte son domicile à la recherche de Tara. Elle fait le trajet qu'elle était censée faire à vélo, mais aucune trace de la jeune fille. La première fois, Patty se dit que peut-être elle a juste loupé Tara, donc elle refait le trajet 2 fois, 3 fois, rien. Patty commence à s'inquiéter, mais avant de vraiment penser au pire, elle se dit que peut-être Tara a juste eu un accident, qu'elle est tombée à vélo ou que sais-je, et donc elle décide de se rendre à l'hôpital le plus proche pour voir si une jeune fille correspondant à sa fille n'a pas été prise en charge. Sauf que non, ce n'est pas le cas. Les médecins confirment qu'ils n'ont eu aucune personne ressemblant à la description en tout cas de Tara qui s'est présentée à l'hôpital. Aujourd'hui, dans ce genre de situation, on se jetterait sur nos téléphones portables avec la localisation, on passerait des coups de fil, on enverrait des SMS, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait certes des téléphones portables qui étaient commercialisés, mais c'était déjà d'une part pas très démocratisé, pas comme aujourd'hui où quasiment toutes les personnes en ont, et en plus c'était des appareils très gros. Ça s'appelait des téléphones portables, mais ça l'était pas vraiment non plus. Donc c'est pas le genre d'appareil qu'on prend quand on va faire du vélo. Patty est donc, vous vous en doutez, très inquiète. Elle a aucune nouvelle de sa fille depuis qu'en soi elle a quitté le domicile à 9h30. Elle contacte des amis, des proches, et tous ensemble se mettent à la recherche de la jeune fille. Et encore une fois, les recherches ne donnent absolument rien. L'inquiétude de Patty ne faisant que grandir, elle décide donc finalement de contacter la police. La police se met donc à son tour à la recherche de Tara, et contrairement aux recherches précédemment menées, les enquêteurs vont tomber sur quelques indices. Ils ont trouvé des traces de roues de vélo sur la route qui était censée emprunter Tara, donc ils ont tendance à penser que ça vient du vélo qu'elle utilisait. Et d'ailleurs, ils ont même eu un peu plus tard la confirmation que c'était bien Tara, car des témoins ont dit que oui, ils l'ont vu passer là où il y avait les fameuses traces de vélo. Mais là où l'inquiétude vient aussi se présenter dans la tête des enquêteurs, c'est qu'ils retrouvent à peu près une centaine de mètres de là où il y avait les traces de vélo, une cassette audio en très mauvais état, inutilisable. Une cassette en soi l'équivalent à l'époque d'un CD de musique pour nous. Et pas très loin de la cassette, il y a également une vitre brisée d'un Walkman. Les deux éléments étaient liés. La cassette pouvait être utilisée avec le Walkman. Ces deux éléments ont été présentés à Patty et elle affirme que ces deux objets appartiennent bien à sa fille Tara. D'autres éléments sont retrouvés à côté de la cassette et du Walkman. Il y a des traces de pas, la zone était un peu boueuse donc on les voyait bien, et il y avait également quelques canettes de bière vides. Donc à la vue de tous ces éléments, tout semble montrer que Tara aurait peut-être fait une mauvaise rencontre. Patty, la mère de Tara, a été mise au courant de tout ce qui a été retrouvé par les enquêteurs. Et elle pense très rapidement que sa fille a été victime d'un enlèvement. Ce qui l'amène à penser cela, c'est qu'elle est sûre et certaine que sa fille n'a pas fugué. Chose en soi qui aurait pu être possible. Mais c'est vrai que généralement quand il y a fugue, la personne qui s'enfuit cherche à fuir quelque chose dans sa vie. Un environnement familial toxique, compliqué, violent. Là,
Patty assure que Tara était une jeune fille très heureuse, épanouie, qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle prenne la poudre d'escampette et qu'en plus, elle prévoit des activités le jour où elle compte s'enfuir. Donc la police a continué ses recherches. Ils ont pensé tomber sur quelque chose de concret en tombant sur un groupe de jeunes à l'arrière d'une voiture blanche qui buvaient des bières. Les bières qui étaient consommées étaient différentes de celles qui ont été retrouvées et en plus de ça, les différentes personnes qui ont été suspectées avaient des alibis solides au moment où on suppose que Tara a été enlevée. Il faut savoir que tout cela, ça se passe très vite. Ça se passe en moins d'une semaine. C'est pour vous dire, la police a énormément recherché Tara, car le 24 septembre, alors qu'elle a disparu, je le rappelle, le 20, la police retrouve les restes du Walkman, celui dont on avait retrouvé la vitre un peu plus tôt. Sauf qu'il se trouvait dans un endroit assez étrange. On l'a retrouvé devant un camping qui se trouvait à 32 km des premiers débris, dans un endroit qui ne faisait pas partie du trajet que Tara Calico devait faire en vélo. Donc, qu'est-ce que cet objet faisait là? C'est comme si Tara avait été transportée peut-être avec un véhicule, possiblement contre son gré, et donc là, on a une nouvelle zone de recherche. La police s'y attarde, mais encore une fois, ça ne donne rien. Les recherches sont donc abandonnées, pas les recherches de Tara, mais les recherches à cet endroit précisément. Et en plus de ça, les enquêteurs délaissent quand même un peu l'aspect recherche à l'état pur, à regarder vraiment les différents endroits, pour se focaliser sur les témoignages. Pourquoi ils font ça, me direz-vous? Tout simplement parce que les témoignages reposent sur la mémoire et les enquêteurs veulent éviter que certains témoins oublient des détails importants qui pourraient être cruciaux quant à la disparition de la jeune Tara. Dans leur tête, c'est simple, ils se disent que plus vite ils interrogeront des personnes, qu'ils auront des témoignages, plus les témoignages seront détaillés, plutôt que d'attendre peut-être 3 semaines et que certaines personnes oublient ce qu'ils ont fait le jour de la disparition. Là, on est encore relativement tôt par rapport au jour de la disparition de Tara. Par contre, pendant que la police fait ses interrogatoires, la mère de Tara et des proches, eux, continuent en soi de partir à sa recherche. Pendant que les proches de Tara Calico sont à sa recherche physiquement, si on peut dire ça comme ça, sur le terrain, la police interroge différentes personnes qui auraient pu apercevoir la jeune fille et il n'y a pas moins de 7 personnes qui affirment l'avoir vue sur son vélo. Et parmi ces 7 personnes, il y en a 5 qui font mention d'un véhicule de couleur claire qui agissait bizarrement. Mais c'est tout. Pour le moment, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais une piste. La police essaye de reconstituer le parcours de Tara pour pouvoir essayer de localiser vraiment là où elle a disparu. Les enquêteurs supposent que c'est là où on a retrouvé les traces de roues, ce qui pourrait être signe d'un freinage brutal, mais il y a un doute qui subsiste. Et ils sont tellement focalisés à avoir des témoignages précis qu'ils utilisent même des méthodes pour hypnotiser les témoins afin d'éveiller leur subconscient et révéler peut-être des informations que les témoins n'ont pas refoulées mais qu'ils n'ont pas eu le souvenir comme ça sur le moment, mais ça n'a pas marché. Quoi qu'il en soit, voilà selon les différents témoignages, quel aurait été le parcours de Tara Calico. On sait que Tara a quitté son domicile à 9h30. Elle a été vue ensuite à 27 km au sud de chez elle, à un endroit qui était non loin d'une voie ferrée, et c'est à ce moment-là que Tara a fait demi-tour. Il était à peu près 11h15, donc on approchait des midi. Tara s'est sûrement dit qu'elle allait rentrer à la maison, elle voulait être à l'heure pour son rendez-vous de 12h30, et à 11h30, on a vu Tara retourner vers le nord, donc en direction de chez elle. Sauf qu'un quart d'heure plus tard, à 11h45, on a vu Tara faire demi-tour de nouveau, donc elle s'est de nouveau éloignée de chez elle. Mais quand elle a fait ce second demi-tour, là, elle était suivie de près par une camionnette blanche, le fameux véhicule clair qui avait été aperçu par des témoins et qui agissait bizarrement. Pourquoi dit-on que le véhicule agissait bizarrement? C'est simple, c'est qu'il roulait très près de Tara, à tel point que si elle freinait brutalement, ça créait forcément un accident. Et ce qui était étonnant, c'est que selon les témoins qui ont vu justement cette scène, Tara ne semble pas forcément en alerte de ce qui se passait. Ils ont vu qu'elle avait son casque sur les oreilles, qu'elle devait probablement écouter de la musique, donc en fait elle ne devait sûrement pas avoir conscience en fait qu'elle était suivie d'aussi près. Cette scène a été vue par un dernier témoin qui lui a même pu voir un petit peu qui était au volant de la voiture et qui était également sur le siège passager. Selon lui, il y avait 2 personnes au moins. Et après justement ce passage de Tara suivi par la camionnette blanche, là plus personne ne l'a revue. La police, avec les informations, s'attarde donc sur ce fameux véhicule blanc qui semble être suspect, mais ils n'arrivent pas à retrouver quoi que ce soit par leurs propres moyens. C'est donc un mois plus tard, au mois d'octobre, que là la police va faire appel à la population. Les enquêteurs informent donc être à la recherche de 2 hommes, le conducteur et le passager. Le conducteur lui serait un homme âgé
entre 35 et 45 ans, avec les cheveux roux, un homme de type caucasien, avec des pattes d'oie entre les yeux et les tempes. Il serait grand, aux alentours d'1m80. Le véhicule, lui, serait un pick-up blanc, ressemblant un petit peu à un camping-car. Des informations sur la plaque d'immatriculation ont été transmises et une fois l'appel à témoins lancé, la police a reçu énormément d'appels. Des personnes qui ont dit avoir vu le véhicule, d'autres qui ont vu le conducteur. Et bien que la police se soit penchée sur certains témoignages, ça n'a rien donné de concret derrière. La police patauge, elle n'arrive pas à mettre la main sur les individus, que ce soit de par les appels à témoins ou alors de par leur propre enquête. Donc l'affaire stagne. La famille continue de rechercher Tara, également de leur côté. Mais que ce soit la police ou la famille, à chaque fois, il n'y a aucun résultat. Nous faisons un bond dans le temps. Nous sommes le 15 juin 1989, un peu moins d'un an après la disparition de Tara. Une femme se rend tranquillement dans un parking, celui d'une supérette. Elle fait le tour du parking pour trouver une place et à un moment donné, un véhicule sort de sa place permettant à la femme de se garer. Elle fait sa manœuvre, elle se gare, elle sort de son véhicule et en sortant, quelque chose attire son regard sur le sol. Elle saisit ce qui a attiré son attention et elle se rend compte que c'est une photographie, un Polaroid. Elle la regarde et en voyant ce qu'il y a dessus, elle est sous le choc. Il semblerait que le véhicule qu'elle a vu, qui lui a laissé une place, un véhicule qui était une fourgonnette blanche, a laissé une photo qui pourrait être en lien avec Tara Calico. La photo, la voici. On y voit deux personnes, une jeune fille et un petit garçon. Les deux sont attachés, les mains dans le dos, bâillonnés et laissés sur une pile d'oreillers à l'arrière de ce qui semble être un fourgon. Probablement la fourgonnette qui a laissé sa place à la femme. Tout de suite, avec cette découverte, elle contacte la police, elle leur transmet la photo et elle explique, sachant qu'elle a un peu vu qui conduisait cette fameuse fourgonnette blanche, que c'était un homme âgé d'une trentaine d'années, peut-être entre 35 ou 40 ans, qui portait une moustache. Immédiatement, la police s'emploie à réaliser des barrages routiers pour intercepter le véhicule qui donc a pris la fuite, mais malheureusement, cette opération est encore une fois un échec. La piste de cette photo troublante s'arrête là. Mais avant qu'on passe sur une autre piste, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus dessus. Déjà, il faut savoir que Patty, la mère de Tara, pour elle, c'est sûr et certain. La jeune fille qu'on voit sur la photo est Tara. Elle la reconnaît formellement. La jeune fille a une cicatrice à la jambe, je crois qu'on peut l'identifier ici, et Tara aurait la même. Tara l'aurait eue suite à un accident de voiture qui aurait donc laissé cette marque. De plus, le livre présenté à côté de la jeune fille serait un de ses livres de chevet préférés. Il se nomme My Sweet Audrina, mais la chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce livre est ici. Est-ce que Tara l'avait avec elle quand elle a fait sa randonnée en vélo? Mais là où je suis surpris, c'est que qui prend un livre quand on part faire du vélo? C'est pas comme si elle était partie le jour de sa disparition pour dormir chez une amie, elle aurait pris ce livre. Elle partait juste faire une balade à vélo, donc pourquoi aurait-elle ce livre avec elle? Ça, je trouve ça assez curieux. Peut-être sinon que c'est un livre laissé là par ses ravisseurs. Peut-être qu'il a été laissé là pour qu'on puisse reconnaître Tara, envoyer une sorte de message pour que quelqu'un fasse la connexion entre ce livre qu'elle affectionnait tant et elle. Ou alors, c'est peut-être un message complexe pour faire comprendre quel est le sort réservé à la jeune fille. Car ce livre-là, dans son histoire, met en avant une femme hantée par la mort de sa sœur. Et ce livre aborde des thèmes assez violents, comme les abus, les cas de stress post-traumatique. Est-ce que le kidnappeur voulait donc montrer par ce biais les atrocités qu'il réalisait sur la jeune femme et peut-être aussi le petit garçon? Est-ce que le ou les ravisseurs abusaient de la jeune femme et du petit garçon et qu'ils sous-entendaient qu'après peut-être les avoir relâchés, ils allaient avoir des événements de stress post-traumatique? Ça, c'est un mystère, c'est mon décryptage. Néanmoins, quand on se penche aussi sur la photo, on peut également avoir quelques doutes. Effectivement, si on compare le Polaroid retrouvé et une ancienne photo de Tara, on peut remarquer qu'il y a quelques différences physiques. Tara semble avoir des sourcils légèrement courbés, alors que la jeune fille sur la photo semble avoir des sourcils plutôt droits. De plus, leur nez semble légèrement différent. Peut-être que c'est l'angle de prise de la photo qui crée ces différences. Évidemment, ce que je vous présente, c'est mon analyse. Peut-être que je me trompe, on peut remettre en cause certains aspects de la photo, on peut penser que c'est Tara, effectivement la jeune fille ressemble, il y a une probabilité, mais il y a également un doute sur le fait que ce soit bel et bien elle. Et d'ailleurs, tout cela est très bien illustré dans l'affaire. Pour Patty,
c'est sûr et certain la jeune fille présente est sa fille, Tara, mais pour les enquêteurs c'est moins sûr. J'aimerais aussi qu'on se penche sur la seconde personne présente sur la photo, le jeune garçon. Lui aussi a été identifié par ses parents. Il s'agirait de Michael Henley. Il a été reconnu formellement par sa mère. C'était un jeune garçon âgé de 9 ans qui a disparu alors qu'il était parti en voyage pour faire de la chasse avec son père. C'est pendant ce voyage qu'il a disparu, en 1988, donc quelques mois avant la disparition de Tara Calico, mais ses restes ont été retrouvés 2 ans plus tard dans la forêt dans laquelle il avait disparu. Alors je ne saurais pas vraiment dire quelles sont les causes de son décès. Dans les sources que j'ai trouvées, qui sont en anglais, il est indiqué « He died from exposure ». Traduit littéralement en français, ça donne « Il est mort suite à une exposition ». Je me suis renseigné pour voir ce que ça voulait dire. En gros, encore une fois si j'ai bien compris évidemment, ça veut dire que ce jeune garçon a perdu la vie à cause d'une période prolongée dans des conditions climatiques entre guillemets extrêmes. Par exemple, ce petit garçon est peut-être mort de froid pendant un hiver. C'est ça que ça veut dire, mort from exposure, died from exposure. C'est si on reste pendant une période prolongée, par exemple en hiver, dans le froid, on meurt de froid. Sauf que lui, on ne sait pas s'il est mort à cause d'une maladie qu'il aura attrapée, s'il est mort de froid, on sait qu'il est mort parce qu'il est resté à l'extérieur pendant une période prolongée. Et justement, je trouve que cet aspect-là est très important dans le sens où la mère du petit Michael était persuadée que le jeune garçon, c'était lui. Alors que finalement, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc il est possible que la mère de Tara, Patty, se trompe également sur le sujet de la jeune fille présente sur la photo. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut dire. On a une jeune fille qui ressemble à Tara, qui l'est peut-être ou pas, et un jeune garçon inconnu. Détail supplémentaire, on a présenté la photo à l'entreprise qui produit ce genre de photos, donc l'entreprise Polaroid, et ils ont dit que la photo avait été prise récemment. Parce qu'il y a sur le Polaroid un filtre qui a été commercialisé récemment. Donc c'est pas une photo qui datait de 1 an avant sa découverte. Quoi qu'il en soit, cette photo fait froid dans le dos, mais c'est là que s'arrête la piste qu'elle nous avait créée. Cette fameuse piste de la fourgonnette. La police n'a plus aucune information à ce sujet-là. Nous faisons un nouveau bond dans le temps, qui amène encore une fois une toute autre possibilité. En 2008, donc 20 ans cette fois-ci, après la disparition de Tara Calico, René Rivera, un nouveau shérif du comté où se passe toute cette affaire, révèle qu'il sait ce qui s'est réellement passé, mais qu'il ne peut pas inculper les responsables, faute de preuves et pour d'autres raisons vous verrez. Voici ce que le shérif racontait. 2 adolescents auraient provoqué un accident avec Tara sur son vélo. Ces adolescents connaissaient Tara et ses habitudes, et dans un premier temps, ils voulaient simplement l'intimider en roulant près d'elle. Finalement, étant trop près, il y a eu un accident et Tara a chuté de son vélo. Les 2 jeunes auraient ensuite emmené la jeune fille dans un endroit isolé, endroit où ils auraient abusé d'elle avant de mettre fin à sa vie. Ils auraient ensuite caché le corps et le vélo avant de repartir. Le shérif ferait connaissance du nom des meurtriers, mais une question se pose, c'est d'où peuvent bien venir ces différentes informations. Il se trouve qu'un homme nommé Henry Brown est allé parler à la police pendant un interrogatoire quelconque et il aurait donné des détails troublants. L'homme se serait confessé parce qu'il était malade et maintenant il est décédé. Alors le rapport de cet entretien n'a pas été daté, mais dans celui-ci, Brown raconte que dans sa jeunesse, il faisait partie d'une bande de voyous qui était dirigée par ni plus ni moins que le fils du shérif de l'époque, un certain Lawrence Jr. Et ce jeune Lawrence avait des vues sur une fille en particulier, Tara Calico. Au cours d'une soirée organisée par Lawrence Jr., Brown s'est rendu dans le sous-sol et il a vu ce qu'il pensait être le corps d'une femme. À ce moment-là, Tara était déjà porté disparu. 2 hommes étaient avec Brown dans le sous-sol, un certain Dave Silva et un homme aux cheveux roux qui ont affirmé qu'il s'agissait bien de Tara Calico. Ce qui se serait passé, c'est que plusieurs individus, comprenant Lawrence Jr., l'homme roux, Dave Silva et une 4e personne inconnue, sont montés à bord d'une fourgonnette blanche. Connaissant l'itinéraire de Tara, ils lui auraient tendu un piège, la renversant alors qu'elle était sur son vélo. Ensuite, le groupe d'hommes l'aurait emmenée dans un endroit isolé et aurait, dans cet endroit isolé, abusé d'elle à tour de rôle. Lawrence aurait ensuite poignardé Tara alors que les autres hommes la maintenaient pour qu'elle ne se débatte pas, et après avoir caché le corps de Tara dans un buisson, ils seraient tous partis. Le groupe serait plus tard revenu sur le lieu de leur atrocité quand la disparition de Tara a commencé à pas mal se faire entendre. De plus,
ils ont bénéficié d'une couverture de taille, la couverture du shérif, Lawrence Senior, qui aurait tout fait pour protéger son fils vis-à-vis de cette affaire tragique. Aucune personne n'a pu témoigner en ce sens, car au moment de cette grande révélation, tout le monde était décédé, notamment Lawrence Jr. qui était décédé suite à un accident avec une arme à feu chez lui. Officiellement, le coup est parti tout seul, il n'a pas voulu se donner la mort, c'était un accident. Certains pensent que c'est peut-être parce qu'il se sentait coupable de ce qu'il avait fait et qu'il s'est donné la mort. D'autres pensent que c'est une histoire de malfrat. Quoi qu'il en soit, c'est une mort assez trouble. Le seul moyen de valider vraiment cette théorie, ce serait que la quatrième personne qui était présente selon ce que dit ce rapport, viennent à la police, avoue tout. Encore faudrait-il que cette personne vienne comme ça tout avouer, évidemment si elle-même n'est pas décédée également. Mêlée à toute cette affaire sordide, des histoires de gang. Comme quoi, Tara était en couple non pas avec le fameux Jack dont je vous ai parlé plus tôt, mais avec un malfrat qui était dans le gang rival à celui de Lawrence Jr. Sauf que cette possibilité-là est fortement contredite par les proches de Tara, ceux qui la connaissaient bien, parce que Tara ne fréquentait aucun autre homme que Jack. Ils n'ont jamais vu quelqu'un d'autre, donc pour eux, c'est pas possible. J'ai eu une théorie quand je faisais mes petites recherches, théorie que je ne pense pas vraiment probable. J'ai fait une petite découverte qui, je n'en doute absolument pas, n'a pas dû échapper aux enquêteurs. C'est que alors que je regardais un petit peu l'histoire de la ville où a vécu Tara Kamiko, la ville de Belen au Nouveau-Mexique, eh bien il y avait une liste de personnes plus ou moins connues qui ont vécu dans la ville ou qui y sont nées. Et dans cette liste, il y avait une personne en particulier. Cette personne, c'était David Parker Ray. Un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais c'était un nom d'un tueur en série, appelé également le Toy Box Killer, un tueur qui a commis ses crimes entre 1957 et 1999. La période colle vis-à-vis de la disparition de Tara, mais il semblerait qu'il n'ait pas commis ses crimes directement dans la ville de Belen. Quoi qu'il en soit, cette affaire a déjà montré quelques surprises, et nul doute qu'il pourrait encore y avoir, aujourd'hui ou dans le futur, quelques rebondissements. Aujourd'hui, la police continue toujours d'enquêter, ne négligeant aucune piste permettant de savoir ce qu'il s'est passé, et finalement de savoir ce qu'il est arrivé à Tara Kamiko. La première histoire que je vais vous partager a été publiée par un utilisateur de Reddit appelé Informed in the Chaos. Cet utilisateur de Reddit dit qu'il a déjà vu passer le même type d'histoire que la sienne sur le forum et que c'est cela qui l'a encouragé à témoigner. Dans son cas à lui, ce qui s'est passé, c'est quelque chose avec son enfant, sa petite fille. Quand ma fille avait à peu près 4 ans, elle a commencé à parler de la dernière fois. Elle me disait des choses comme « Oui, mais ça s'est passé la dernière fois, pas maintenant, quand j'étais plus vieux que toi, pas quand tu étais ma mère. » C'est le genre de choses que la fille de l'utilisatrice donc, qui n'est pas un utilisateur, j'avais une petite erreur, et bien ce que cette fille pouvait dire à sa mère lors de différentes conversations. On peut penser que ce sont simplement des paroles d'enfant, quelque chose qu'on pourrait cacher sous le tapis, mais l'utilisatrice de Reddit nous informe qu'un jour, alors qu'elle était assise sur son lit en compagnie de sa petite fille, toutes deux étaient en train de parler de choses et d'autres, pas de sujets notables, sa fille lui a dit, par rapport au sujet de conversation traité qui évoquait certains souvenirs, qu'elle était, au moment du souvenir en question, sa grand-mère. Oui, la petite fille affirmait être la grand-mère de l'utilisatrice de Reddit, donc être en quelque sorte une réincarnation de sa propre arrière-grand-mère. Je suis morte avant que tu naisses, donc j'ai voulu te rencontrer. Ta sœur est décédée, donc j'ai dû attendre que tu aies toi-même une fille. C'est cette information qui a littéralement choqué l'utilisatrice de Reddit. Effectivement, elle avait une sœur jumelle. Sauf que cette sœur jumelle n'a pas grandi avec elle, c'est un bébé qui est mort à la naissance. Et l'utilisatrice de Reddit en est sûre, elle n'a jamais évoqué ce sujet avec sa fille. Effectivement, ça peut être un sujet assez difficile à aborder avec une petite fille de 4 ans. Donc, après vérification, notamment auprès de sa propre mère, la petite fille n'a eu aucun moyen de savoir qui était l'arrière-grand-mère et que l'utilisatrice avait une sœur jumelle à la naissance. C'est un témoignage que l'utilisatrice de Reddit a posté. Elle croit à la notion de vie antérieure et que les souvenirs de ses vies sont notamment très présents au cours de l'enfance, et elle est sûre et certaine que sa propre fille, la petite fille de 4 ans, a, au cours des événements partagés pendant le témoignage, eu des souvenirs de sa vie antérieure qui n'est pas les souvenirs de n'importe qui, ce sont les souvenirs
de la grand-mère de l'utilisatrice de Reddit qui a partagé son histoire sur Reddit. Le temps a passé et la petite fille de 4 ans doit avoir à peu près aujourd'hui entre 14 et 15 ans. Et sa mère a fait une mise à jour concernant l'histoire qu'elle a partagée. Elle dit que à partir de à peu près 11 ans, sa fille a commencé à oublier tous les fameux souvenirs qui auraient appartenu à sa grand-mère. Chose qui semble coller avec toutes les histoires que j'ai pu voir sur les cas de souvenirs de vie antérieure. C'est là que le premier témoignage se termine. C'est quelque chose qui n'est pas forcément effrayant, ça peut surprendre quand ça nous arrive. C'est quelque chose de très intéressant, mais qui englobe un sujet beaucoup plus large qui n'est pas celui de la vidéo. Là, c'était un peu pour vous introduire le type d'histoire dont je pourrais parler. Mais sur Reddit, en cherchant bien, on peut trouver vraiment un forum dédié aux vies antérieures. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une vidéo à l'avenir, raconter plusieurs histoires de personnes qui présentent leur vie passée, mais sachez que bien que cette histoire soit mystérieuse et pas forcément effrayante, qu'on pourra tomber pendant la vidéo sur des histoires qui seront un peu plus glaçantes. Dans ce second témoignage, je vais vous partager le récit de quelqu'un sur Reddit qui a pris le pseudonyme de She's a Goose. Cette personne raconte une histoire qui est en lien avec le décès de son père. Mon père avait un cancer de la gorge et du poumon, et nous vivions ensemble pour que je puisse prendre soin de lui. Il allait plutôt bien, c'était un homme stoïque, toujours de bonne volonté. Il avait ce cancer depuis 3 ans et n'avait à l'origine que quelques semaines à vivre. La thérapie fonctionnait au début, mais après des années, mon père était méconnaissable, presque cadavérique. Il avait perdu énormément de poids et il était incapable de marcher sans être essoufflé, toussant régulièrement. Et il dormait aussi énormément. La fin de sa vie n'en était clairement pas une. Mais je pense que je serai hanté par ce dont j'ai été témoin lors de notre dernière année ensemble. Cette année, c'était l'année 2020. La personne qui partage ce témoignage dit que elle était rentrée chez elle et juste avant de mettre sa clé dans la serrure, elle a ressenti quelque chose intérieurement, comme un gros manque. Aucune raison n'explique cela parce que la personne avait passé une belle journée au travail, elle avait d'ailleurs beaucoup rigolé, mais en entrant dans la maison, c'est comme si cette personne avait ressenti que son père était parti. C'était bien le cas. La personne qui partage ce témoignage a retrouvé son père, qui avait l'air paisible. Il a perdu la vie dans son sommeil, probablement peu de temps après que la personne qui raconte son histoire soit partie au travail. Beaucoup de monde ont été prévenus, les proches, les frères et sœurs de la personne qui raconte son histoire. Alors je ne saurais plus dire quels sont les services compétents qu'on appelle dans ce genre de circonstances. Est-ce que c'est les pompes funèbres directement ou une ambulance ou quelque chose comme ça, mais en tout cas des services pour prendre en charge la dépouille du père sont contactés. Il y a un temps de recueillement qui est réalisé, on va dire les derniers adieux au corps du défunt, et une fois que tout le monde est parti, la personne qui partage son témoignage décide de passer un peu de temps chez sa mère pour ne pas rester seule dans cette période difficile. La personne a fait un sac, sa mère était venue évidemment pour apporter un soutien, et alors qu'elle était dans la chambre d'amis en train de chercher un pyjama, elle a senti une odeur qui lui était familière. C'était une odeur légère d'alcool mélangée à des odeurs de cigarettes, une odeur que la personne qui partage son témoignage reconnaît car elle la sentait beaucoup quand elle était âgée d'environ 4 ou 5 ans. Cette odeur, c'était l'odeur que son père avait quand la personne était encore enfant. Immédiatement, elle a appelé sa mère elle aussi a senti les fameuses odeurs, et ensemble, elles ont été pris d'un sentiment, non pas de peur, mais d'un sentiment presque chaleureux. C'est comme si le père faisait ses derniers adieux à sa famille avant de partir pour l'éternité. La mère de la personne qui partage cette histoire sur Reddit ainsi que la personne elle-même sont pourtant des personnes qui ne croient pas du tout dans le paranormal, ils ne croient pas aux esprits. Mais là, toutes deux pressentaient qu'il y avait quelque chose. Plus tard, la personne est revenue dans la maison, mais cette fois-ci, l'odeur avait complètement disparu. C'est là que ce témoignage assez dur s'arrête. C'est quelque chose d'inexplicable. Je trouve que c'est un beau témoignage. Le fait de pouvoir faire en quelque sorte cet adieu, je trouve que c'est
que c'est beau, sachant que la personne qui a raconté tout cela n'a pas vu son père directement perdre la vie vu qu'elle était au travail. On peut évidemment penser à quelque chose de spirituel, mais on peut aussi se dire que c'est peut-être le choc de la perte de l'être aimé qui fait que le cerveau a déclenché quelque chose avec le choc, qui ont fait que la personne qui raconte l'histoire a ressenti l'odeur. Après, là où c'est assez surprenant, c'est que la mère est venue et l'a senti aussi, et que cette odeur semblait en fait dans une pièce. C'est un témoignage qui me laisse un peu sans voix, je l'admets. Dans ce troisième témoignage, je vais vous présenter quelque chose qui a été partagé par Mortis Malou. Là aussi, c'est pas une histoire qui sera des plus joyeuses, car on va encore une fois parler de décès. Quand j'avais 13 ans, mon frère aîné, qui lui avait 18 ans, étions en route pour aller au cinéma. Mais nous avons eu un accident. Nous avons été renversés par un conducteur qui était ivre. Je me suis réveillé à l'hôpital 4 jours plus tard, après avoir perdu ma jambe droite, et l'autre jambe était plâtrée. J'avais d'autres blessures. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec mon frère assis près de mon lit, me disant que tout irait bien, et je me suis endormi. Le lendemain, mes parents sont venus me rendre visite pour voir comment j'allais. J'ai demandé pourquoi mon frère n'était pas avec eux et ils se sont regardés mais n'ont rien dit. Cette nuit-là, je me suis encore réveillé et mon frère était là, assis près de mon lit, me disant qu'il savait que je pouvais m'en sortir et que je devais être fort pour surmonter cette épreuve et ne pas laisser mes blessures m'empêcher de vivre ma vie. Nous avons discuté un petit peu. Il ne répondait pas à des questions spécifiques, mais il répondait de manière assez vague à des questions plus générales. Je me rappelle lui avoir demandé pourquoi il portait encore les mêmes vêtements, parce que ça ne lui ressemblait pas du tout. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup s'habiller, avoir son style, donc il ne portait jamais 2 fois les mêmes vêtements d'affilée. Il ne m'a pas répondu à cela, mais lorsque je lui ai demandé comment il allait, il a répondu qu'il allait mieux qu'il ne le pensait, compte tenu des circonstances. Il m'a rappelé encore une fois d'être fort et de continuer à vivre ma vie, de ne rien laisser m'arrêter. Avant de me laisser me rendormir, il m'a dit à quel point il m'aimait. Le lendemain, encore, mes parents sont venus me rendre visite à l'hôpital et, encore une fois, mon frère n'était pas avec eux. Je leur ai demandé pourquoi et, de nouveau, comme la première fois, ils se sont regardés. Je leur ai dit que je préférerais que mon frère vienne avec eux en journée pour me rendre visite, que ça me laisserait plus de temps pour parler avec lui plutôt que de venir en plein milieu de la nuit. Et mon père m'a demandé ce que je voulais dire par là. Je lui ai dit que mon frère venait la nuit et ma mère, en entendant cela, a fondu en larmes et a quitté la pièce. Mon père a posé sa main sur mon épaule et il m'a dit que c'était impossible, car mon frère a perdu la vie sur le coup pendant l'accident. Je n'y croyais pas, c'était impossible. Comment j'aurais pu parler à mon frère s'il avait perdu la vie? J'ai commencé à m'agiter, à tel point que les médecins ont dû m'administrer un sédatif. La nuit qui a suivi, je n'ai reçu aucune visite. Mon frère n'est pas venu. Et le lendemain, encore, mes parents m'ont apporté un article de journal qui parlait de l'accident que j'avais eu. Je n'ai jamais compris ce qu'il s'était passé, mais des années plus tard, ma fiancée a eu une expérience très étrange mais à peu près similaire avec mon frère également, alors qu'elle ne l'avait jamais vu, que ce soit en face à face ou en photo. Et pourtant, elle a été capable de le décrire en détail et de me dire ce qu'il portait. Ce sera une histoire que je partagerai une autre fois, mais ça me réchauffe le cœur de savoir que mon frère est toujours là et qu'il veille sur moi et sur ce que j'aime. Nous avons abordé des histoires un peu étranges qui peuvent un peu frôler le paranormal, mais dans cette 4e histoire, maintenant, on va commencer à rentrer dans des histoires qui sont plus glauques et qui, quand on s'interroge à leur sujet, peuvent faire clairement froid dans le dos. Cette histoire a été partagée par un utilisateur qui s'appelle B52 Bombcell. Ici, un peu comme un thread Reddit, pour simplifier le récit de l'histoire, on va appeler la personne qui vit les événements Jessie. Jessie nous dit que quand elle avait 9 ans, elle a dû fuir en pleine nuit avec sa famille parce que son père qui était policier avait tiré sur un membre d'un gang et la famille devait donc fuir car elle était potentiellement en danger à cause de représailles suite à ces événements. C'était dans les années 1970 et donc Jessie et sa famille ont roulé en voiture aussi loin qu'ils le pouvaient dans le Colorado. Jessie faisait partie d'une famille nombreuse. Effectivement, en plus d'elle, il y avait 7 autres enfants, tous âgés entre 3 et 17 ans. Au bout de la route, la famille s'est retrouvée dans un hôtel avec une piscine intérieure et autour de cette fameuse piscine, c'est là qu'étaient disposées les fameuses chambres. Voulant se détendre un petit peu, Jessie et ses frères et sœurs sont allés se baigner pendant que ses parents, eux, les regardaient
tranquillement depuis le balcon de leur chambre. Il y avait d'autres personnes dans cet hôtel et de fil en aiguille, Jessie s'est liée d'amitié avec une jeune fille qui nageait au même moment qu'elle, qui était peut-être un peu plus âgée que Jessie, elle avait entre 11 et 12 ans. Dans cette histoire, Jessie appelle la jeune fille Bess. Elles se sont amusées et Jessie a remarqué qu'il y avait un homme avec la jeune fille, donc elle a demandé si c'était son père et Bess a répondu que non. D'ailleurs, elle ne savait même pas comment cet homme s'appelait. En ayant marre de nager, Jessie a décidé de s'installer sur des transats, poser sa serviette tranquillement pour se détendre. Elle nous dit qu'à ce moment des événements, elle était de nature hyper vigilante, à faire attention à tout ce qui l'entourait, et en plus dans cette période-là précisément, de par la situation que traversait sa famille, elle l'était encore plus. À un moment donné, Bess s'est installée à côté d'elle et elle a été rejointe par un autre homme, pas le même que Jessie avait vu un peu avant. Et étonnamment, cet homme n'était pas vêtu de maillot de bain comme on pourrait le penser pour une piscine. Il était habillé, pas en costume, mais il semblait, de par son accoutrement, qu'il était quelqu'un d'assez aisé. L'autre homme que Jessie a vu a plus tard rejoint Bess et l'individu qui était déjà là, et ensemble ils ont commencé à parler de Bess. La jeune fille était repartie sur le plongeoir et les deux hommes ont eu une conversation des plus surprenantes. Ils parlaient du physique de la petite fille, de sa poitrine, ses jambes, et ils en parlaient d'une manière très sexuelle. Et à un moment donné est venu sur la table le sujet d'un prix, le prix que valait Bess. Concrètement, Jessie entendait les deux hommes en train de parler entre guillemets, et d'une manière très malsaine, affaire, c'est-à-dire que l'un des deux hommes voulait acheter Bess. Et au bout d'un moment, un des deux a dit « Bon ok, je vais l'emmener, allons préparer ses affaires ». Et il est parti d'une manière très excitée, comme s'il venait de faire l'achat de sa vie. Mais l'homme, avant de se lever et de partir, a regardé Jessie qui était à côté, il lui a souri et il a dit « Elle, comment elle s'appelle ?» L'autre homme a répondu « Elle n'est pas à moi, mais tu voudrais qu'elle s'appelle comment ?» Ils ont rigolé, Jessie est extrêmement mal à l'aise, elle a levé les yeux vers sa mère qui était sur le balcon et sa mère lui a fait un signe du style « Viens voir ». Immédiatement, elle s'est levée. Les deux hommes ont rejoint Bess qui était dans l'eau et lui ont dit de sortir, elle n'avait pas envie, mais ils l'ont forcée, la conversation était assez tendue et la dernière fois que Jessie a vu Bess, elle quittait la piscine en compagnie des deux hommes. Une fois de retour dans la chambre d'hôtel, Jessie a parlé de ce à quoi elle avait assisté à son père. Son père s'est rendu à la réception pour poser des questions, sauf que la réception n'a pas semblé vouloir s'impliquer plus que ça dans l'affaire. Le papa de Jessie a fait un tour dans l'hôtel, mais les deux individus et Bess étaient partis. En tant que bon policier, le père a appelé des confrères de la police locale pour leur signaler ce qui s'était passé. Mais ensuite, Jessie ne sait pas du tout ce que cette affaire est devenue. Jessie est persuadée, avec le recul, et même elle s'en doutait au moment des faits, que Bess a été vendue, qu'elle était la victime d'un trafic d'enfants. Elle nous dit que les années 70 était une période assez sombre concernant la présence de tueurs en série, concernant le fait qu'il y ait beaucoup d'enlèvements, d'agissements aussi de prédateurs d'enfants. Elle-même d'ailleurs a été la victime de tentatives d'enlèvement à 2 reprises. Elle pense avoir croisé Ted Bundy. Est-ce que c'est le cas? C'est assez compliqué à dire, sachant qu'on ne sait pas quelle est la suite de cette histoire. Si jamais les personnes avaient été arrêtées, Bess retrouvée, on aurait pu démêler le fil de cette affaire et de ce mystère. Effectivement, par rapport au témoignage seul de Jessie, on peut penser que c'est le cas, qu'il y a bien eu vente d'un enfant, chose qui est absolument abominable. Dans cette dernière histoire, je vais vous présenter quelque chose qui a été partagé par un utilisateur ayant le pseudo Whitney Reneby. Cette personne explique que sa mère, son beau-père, sa grand-mère, son frère et ses 2 sœurs vivent dans une maison en Oklahoma. Il y a des voisins, mais ils sont assez éloignés, la maison se trouve dans une zone plutôt rurale. Quelques jours avant la publication du post sur Reddit que je vous partage, la mère de l'utilisateur Reddit a consulté son téléphone et à l'intérieur de celui-ci, elle a trouvé 3 photos. Une photo d'elle qui dort, une autre photo du beau-père qui lui aussi est en train de dormir et une dernière photo d'une des plus jeunes sœurs de la famille qui elle aussi est dans un profond sommeil. Ces photos ont été prises vers 3 h du matin et le mystère de cette histoire, c'est que personne ne sait d'où ces photos sortent. Ce ne sont pas des selfies, ce sont bien des photos qui ont été prises par quelqu'un, mais qui, personne ne sait le dire. La personne qui partage cette histoire connaît sa famille, personne n'a des problèmes de somnambulisme,
La personne sait aussi que personne ne jouerait à ce type de jeu, ne prendrait pas des photos comme ça sans dire que c'est elle. En plus, il est improbable que quelqu'un soit réveillé à cette heure-là, 3 heures du matin. Et ce qui est vraiment très étrange sur ces photos, c'est que les photos sont prises de manière très proche. C'est assez surprenant et ça surprend d'ailleurs beaucoup de personnes que personne ne soit réveillé au vu de la proximité de la prise des photos. En plus, la famille a 5 chiens qui aboient facilement quand il y a des personnes qui passent à l'extérieur, ce genre de choses. Et là, il y a eu un silence complet. Donc, qui pourrait être à l'origine de ces photos? Pour la famille, ce n'est absolument pas un intrus. Donc si ce n'en est pas un, qui sait? Première théorie que moi je mets sur le tapis, c'est, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la maison, c'est une des personnes qui a pris les photos comme ça et qui a oublié peut-être qu'elle les a prises. Pourquoi pas? Autre théorie mise sur la table, théorie qui est très floue. La personne qui a partagé les photos a fait quelques modifications, a retouché un peu l'image en augmentant la luminosité, la saturation, etc. Et on pense voir en tout cas, c'est sûr que si on conditionne son esprit pour voir quelque chose, on peut le voir, mais on dirait qu'il y a effectivement une ombre sur une des photos. Est-ce que c'est l'ombre de quelqu'un ou de quelque chose? On ne sait pas. Chose qui est avancée, là c'est plus pour ceux qui pensent au paranormal, les photos ont été prises à 3 heures. Heure qui n'est pas une heure anodine. Pour rappel, c'est une heure qu'on appelle soit l'heure du diable, soit l'heure des sorcières. Car c'est apparemment à cette heure-là précisément dans la nuit qu'on peut maximiser nos chances, si on peut appeler ça des chances, de rentrer en contact avec des esprits ou d'assister à des événements paranormaux. Ça pourrait être intéressant si on veut développer cette théorie-là paranormale de se renseigner sur l'histoire de la maison, savoir s'il n'y a pas eu des événements étranges, glauques, qui ont eu lieu, qui pourraient justifier peut-être d'une hantise. Après, un fantôme qui prend des photos, j'ai jamais vu ça il me semble. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire est un mystère. Libre à vous dans les commentaires de faire vos propres théories. Peut-être que vous avez même des éléments scientifiques ou vous allez me dire que peut-être dans une phase de sommeil, il est possible que ce genre de choses se produisent, que je sais pas, par mimétisme peut-être. Hein. Si le téléphone est à côté, que la personne prenne des photos, je ne sais pas. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Je ne pense pas personnellement qu'on aura en tout cas une réponse finale et définitive à ce qui s'est passé. Je pense que ça restera à l'état de mystère.